Bonjour tout le monde, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Swarley Stinton 2, j'arrive pas à lire, je suis bête. Donc bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on a une invitée spéciale. Et oui, on accueille Chloé Caille qui nous a fait le plaisir d'accepter l'invitation. Chloé, tu es rédactrice en chef de Culture aux Trousses et collaboratrice à Positif et au Cercle. C'est ça. Ça va, comme tu te sens pour ce premier Twitch? Très bien, écoute. Ravi d'être là. Impatiente. Parfait, bah écoutez, en tout cas, on était très content que tu acceptes notre invitation pour parler un petit peu des deux événements de science-fiction de l'année, hein, je pense qu'on peut dire ça, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve et ensuite l'Empire de Bruno Dumont. On passait de Timothée Chalamet à Fabrice Lucchini. Mais avant d'entamer un petit peu le gros du programme, Chloé, tu voulais nous parler d'un film qui est en ce moment en salle, qui s'appelle Universal Theory. Absolument, c'est un film un peu ovni. C'est un réalisateur allemand assez jeune qui s'appelle Tim Kroger. C'est son deuxième film. Son premier film de fin d'études avait déjà été sélectionné à la Mostra dans la semaine de la critique, donc quand même un certain niveau. Là encore sélectionné à la Mostra en compétition cette fois. Et en fait, il s'est mis ce défi de réaliser une trilogie sur le XXe siècle. Donc son premier parlait du début du XXe siècle, la fin de la musique romantique en Allemagne. Et là, il fait un film dans les Alpes suisses sur un congrès de physiciens dans les années 60, donc après-guerre, des physiciens allemands avec un passé parfois un peu trouble, un peu limite. Et c'est une sorte de film qui multiplie les références. Il y a plein de références à Hitchcock. C'est une sorte de film un peu mystère, néo-noir, avec des couleurs. Enfin, c'est en noir et blanc. Et ça donne une sorte de truc complètement post-expressionniste allemand dans les Alpes suisses. C'est hyper impressionnant. C'est très drôle parce que ça se prend pas beaucoup au sérieux. Et en même temps, ça rend hommage, ça se moque jamais de ses références. C'est toujours un hommage assez pertinent. Contrairement à d'autres films dont on parlera aujourd'hui. C'est ça, ouais. Non, là, c'est des références qui sont quand même prises au sérieux, qui constituent un tout assez organique. C'est pas complètement éparpillé, ça a toujours une vraie fonction. Et c'est vraiment un film assez étrange, mais complètement captivant. Donc c'est le deuxième volet de C'est ça, trilogie. ouais. Et là, le troisième, ce sera une sorte de secte sur un yacht dans la Méditerranée. Parce qu'il a filmé dans son premier film la forêt, là les montagnes, et il se disait qu'est-ce qui peut rivaliser avec ça? La mer. Ok, joli. Donc le premier, c'était son film de fin d'études, t'as dit? C'est ça, nommé, sélectionné à la Mostra dès le départ. Pas mal. Donc, il a la trentaine d'années, quoi. Et c'est quelqu'un qui est vraiment passionné de... Il était déjà un peu passionné de maths et de physique, donc c'est des vrais calculs, c'est pas comme dans les films parfois un peu hollywoodiens où c'est des calculs de lycée qu'on voit affichés sur le tableau derrière. Là, il y a quand même... Il a fait ses recherches avant, et le film est assez sublime dans ce noir et blanc comme ça. C'est vraiment très beau. Et c'est... Non, c'est assez intriguant comme film. Ça donne envie de suivre. C'est vrai que la bande-annonce, déjà, quand je l'avais vue au cinéma, elle était très surprenante, quoi. Donc... Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu non plus de nouvelles sorties un peu spéciales. J'aurais bien aimé, mais... Toi, tu as rattrapé... Enfin, tu as revu Dune 1 pour... Voilà, j'ai revu Dune 1, mais je vais pas faire une sorte d'aparté sur Dune 1, parce que je pense grossièrement, on va le dégraisser pendant Dune 2, quoi. C'est vrai, tout à fait. Bah écoutez, sautons tout de suite vers le premier des gros films de ce soir. Donc, Dune 2, c'est le nouveau film de Denis Villeneuve qui fait donc suite à Dune, première partie, qui s'appelait juste Dune à l'époque, qui est sorti en 2021. Et donc, on retrouve la trajectoire, on va dire, de Paul Atreides, qui est donc joué par Timothée Chalamet, qui est devenu le dernier s'aligner, puisque donc sa famille avait pris possession de la planète Dune, enfin Arrakis, et s'est fait exterminer par leurs ennemis, les Harkonnen. Et donc là, dans ce deuxième film, Paul, on va dire, fait face à un peu une sorte de dilemme. Donc il est allié avec les Fremen, qui sont les autochtones de Dune, et il est aussi pour eux une sorte de figure messianique, puisqu'il semblerait qu'une prophétie ait prévu son arrivée, le fait qu'il allait libérer le peuple Fremen de l'oppression des Harkonnen. Et donc lui hésite un petit peu à est-ce qu'il assume ou est-ce qu'il fuit ce statut de prophète en devenir. Chloé, tu es une amatrice de Denis Villeneuve, parce que tu as vu à peu près tous ses films. J'ai vu même tous ses films, on peut le dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Dune 2 ? Qu'est-ce que tu dirais de Dune un petit peu en règle générale dans l'œuvre Villeneuve ? Je trouve qu'effectivement ce côté prophétie et messie c'est ce qui est le plus intéressant, parce que moi dans le 1 j'avais été déçue, je trouve que les questions manquaient un peu d'enjeu. C'était qui est le messie ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est elle ? Qui va devenir le messie ? Et je trouve que c'était pas passionnant, surtout sur 2h50, 2h30 de film, ça m'avait pas captivé. Alors que là, la question n'est pas qui est le messie, c'est déjà est-ce qu'il y a un messie ? Est-ce que ça existe un messie ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? S'il y en a un,
comment on peut utiliser ça pour, là ça va être un peu l'enjeu du film, pour essayer de motiver un peu les foules et de leur faire battre nos combats à nos places, ou s'il n'y en a pas, comment on fait croire qu'il y en a un. Et ça, ces enjeux, je les trouve assez pertinents, et je trouve que ça ressemble un peu, il y a un truc de tragédie grecque en fait, presque dans Dune. Ce héros à qui on impose un poids de tu vas être le héros du film, tu vas être en plus le héros des prophéties, il doit suivre, c'est le héros d'un blockbuster, c'est le héros... Alors qu'il était, tu disais, dans les Fremen, un peu second rôle, ce peuple qu'on suivait pas beaucoup, et là il va devoir se révéler beaucoup plus, donc Timothée Chalamet, sur ses frêles petites épaules, porte le poids déjà du héros de blockbuster, en plus suivre la prophétie que sa mère est en train de lui écrire pour lui. Oui, il y a une sorte de triangle entre le personnage de Chani qui est joué par Zendaya, qui est un petit peu également son love interest, qui elle est une Fremen mais qui croit pas du tout à la prophétie, et sa mère qui monte un peu dans les rangs Fremen et qui au contraire a envie que son fils profite pleinement du pouvoir qu'il peut avoir. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant, ce héros qui se débat avec son avènement, son statut de héros. Je trouve que c'est ça qui est assez intéressant dans le film. Et effectivement, ouais, Chani qui y croit pas, bon, il y a le personnage, ça c'est un peu le bémol du film pour moi, de Javier Bardem. Stilgar, qui est un des leaders Fremen, un peu fanatique. Voilà, mais qui fanatique, le problème c'est qu'on le prend un petit peu, ça fait, moi je trouve, un versant un peu comique, alors que le fanatisme c'est terrifiant. Moi ça m'a fait penser un peu à la vie de Brian, de Monty Python, où quand Timothée Chalamet dit « je ne suis pas le Messie », Javier Bardem s'exclame « seul le Messie serait aussi humble de dire qu'il n'est pas le Messie ». Enfin, ça devient un peu ridicule, alors que c'est fascinant cette question de... qui croient, je crois qu'ils appellent ça les fondamentalistes, ceux qui sont très croyants, et le fanatisme c'est terrifiant, et il le montre bien, je trouve que l'enjeu est assez bien cerné. Donc ce personnage de Javier Bardem, un peu peut-être en dessous des enjeux narratifs du film. Pas le plus fin. C'est vrai que j'ai l'impression que chez Denis Villeneuve, la question du personnage principal, qui est un peu presque conscient d'être le héros de son propre film, elle apparaît, je dirais, à Premier Contact, je pense. Ensuite, donc, dans Blade Runner 2049, c'est évidemment le centre, le noyau du film. Donc presque quand Denis Villeneuve a compris qu'il était devenu presque un super auteur hollywoodien, il s'est dit, bon, je peux pas me permettre de juste faire des films d'action, il faut un peu que je les remette en question, et donc il va en faire son fer de lance. Dans Sicario et dans Prisoners, j'ai l'impression plutôt qu'il fait ses premières traces, ses premières marques dans le gros blockbuster, parce que c'est pas encore non plus le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui. Et donc forcément, il y a cette question qui arrive, mais j'ai l'impression beaucoup plus en retrait que dans Blade Runner 2049, où c'est vraiment le sujet absolu du film et qu'il ne parle que de ça. Là, je trouve que c'est en effet le meilleur point du film. Les scènes qui en découlent sont les plus intéressantes, mais que ça manque beaucoup de matière, quoi. Effectivement, je pense que c'est aussi le cœur du film et la partie la plus réussie, ce qui est plutôt bon signe du coup. Mais effectivement, en interview, Villeneuve parle beaucoup de cette question un petit peu du prophète désigné, etc. Notamment parce que donc, Frank Herbert, qui a écrit les livres Dune, a été en fait très surpris de la réception des premiers livres, qui en fait, beaucoup de lecteurs, ils voyaient une exaltation de la figure messianique et pas une critique. Donc lui a ensuite écrit Dune Messiah, qui précise fortement cette intention. Donc Villeneuve explique qu'il avait toujours ça vraiment en tête quand il est arrivé dans Dune. Et je trouve que le parallèle avec Blade Runner est intéressant, parce que moi, ce qui m'avait à la fois intéressé et frustré dans le premier Dune, c'est que, encore une fois, Villeneuve le disait, mais que c'était vraiment un film d'introduction, un peu au code de l'univers de Herbert, mais qui posait une question qui serait celle de toutes ces visions que le personnage avait, mais qui restaient en suspens à la fin du film. Et donc là, le deuxième film va venir un peu les incarner. Et je trouve que c'est une dimension qui est assez souvent présente en fait chez Villeneuve, même si on prend par exemple le personnage de Jake Gyllenhaal dans Prisoners, qui est ce policier taciturne, extrêmement plat au sens où, sans relief, mais qui, à certains moments du récit, t'a piqué des sortes de crises de colère comme ça, et d'un coup se déchaînait. Il y a toujours un peu cette tension entre une espèce d'approche un petit peu glaciale qui est soutenue par la mise en scène de Villeneuve, qui est très cadrée, très comme ça, souvent très impressionnante, un peu obsédée par le gigantisme, et ces espèces de moments où une espèce de symbole un peu étrange dans Prisoners, cette espèce de labyrinthe comme ça qui surgissait dans le film, qui crée une sorte d'étrangeté et ramène un peu de matière en fait. Je trouve que Blade Runner là-dessus est je pense le plus réussi, on va dire, de ce point de vue-là, puisque vraiment on avait ce film qui est complètement du côté du virtuel, presque volumétrique dans la première partie, et peu à peu le personnage de K, donc Ryan Gosling dans le film, va retrouver comme ça ce petit cheval enfoui dans la terre, etc. Et ça va réveiller comme ça un sentiment
un petit peu en lui. Et finalement, c'est la même chose qui se joue ici, puisque dans le premier film, qui avait comme ça ce côté très monumental, un petit peu distant, la trajectoire de Paul était à l'état de vision, donc quelque chose d'un peu virtuel, et là, ces images-là vont devenir incarnées, puisqu'il prend vraiment possession de cette espèce de prémonition. Paradoxalement, dans le second, je trouve que les scènes de vision sont les moins réussies en fait, du film. Et oui, mais cela dit, dans le premier, je les trouvais pas... Enfin, il y avait beaucoup de choses un peu comme Zendaya, un peu, qui marchent dans le désert. Exactement, c'est ce qui faisait un peu peur, surtout pour ce deuxième film qui allait se concentrer là-dessus. Effectivement, les visions du premier film n'étaient pas la partie la plus réussie. Là, dans le 2, c'est aussi... il y a toujours cette espèce de sensation que, certes, le film incarne vraiment des choses, mais il y a encore du teasing pour des choses qui sont à venir, et ce truc un peu de rêve prémonitoire qui est devenu une béquille terrible de toutes les sagas de science-fiction qui mettent des plans dans le trailer qu'on espère voir, mais en fait, même dans le film, c'est à l'état de trailer du film d'après. Donc il y a aussi une dimension un peu frustrante, puisque voilà, le film est deuxième partie, mais on sait qu'il y en aura une troisième qui est dans les cartons. Est-ce que les gens du chat, vous avez vu le film ? Est-ce que vous aviez vu le premier ? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une grosse différence entre le 1 et le 2 ? Moi, j'ai l'impression que la plus grosse différence majeure, c'est surtout que donc le personnage de Paul Atreides, dans le premier volet, que je me suis permis de revoir la veille de la sortie, est vraiment subit en fait toutes les actions du film, et c'est pour ça qu'il y a les prémonitions presque pour nous le montrer en tant que moteur, enfin nous teaser l'aspect moteur du personnage pour dans le 2. Pour nous rassurer, non, ça va vraiment devenir le personnage. Ça va vraiment devenir le personnage principal, mais ce qui est intéressant, en fait finalement je trouve presque plus intéressant dans le 1, c'est que finalement vraiment il ne fait que subir absolument les gestes et les actions de tous les autres dans le film. C'est vraiment pas lui du tout qui engrange cette guerre, qui choisit, qui prend des décisions, qui arrive sur cette planète, qui saisit des choses. Vraiment, il est juste spectateur de sa propre vie, presque. C'est aussi sa mère qui le pousse, qui l'entraîne, qui lui fait prendre des décisions. Et j'ai l'impression que... Tu trouves que c'est pas le cas dans le deuxième ? Bah si, justement. Que dans le deuxième, il y a ce truc de... Maintenant qu'il est censé être moteur, le film interroge, est-ce que c'est vraiment lui qui est moteur ? Ouais, ou est-ce qu'il est manipulé ? Exactement. Et c'est ça, pour moi, c'est là où a lieu l'interrogation messianique, même par le fait que c'est un... On se demande si le personnage est vraiment lui-même responsable de ses décisions, ou s'il est juste poussé par cette énergie collective des Fremen qui lui dit c'est ça que tu devrais faire. Il y a une sens, quelque chose un peu de la fatalité où on sent que lui essaie d'échapper un petit peu à plusieurs moments à ce statut et finalement presque baisse les bras, arrête de résister et tout à fait. Passe le cours des choses comme ça. C'est vraiment presque la question du déterminisme, quoi. Est-ce qu'il est destiné à faire ça ou est-ce qu'il a vraiment le libre arbitre de prendre cette décision ? Et c'est ça qui est aussi intéressant dans le fait d'interroger littéralement physiquement la présence du Messie, c'est-à-dire que ce serait uniquement grâce à des pouvoirs qu'il aurait en plus, parce qu'il boit une certaine eau, parce qu'il arrive physiquement à le contenir. Donc est-ce que son personnage n'existe que presque pas par pouvoir, mais juste parce que il se trouve que physiquement, matériellement, c'est ce personnage-là qui hérite de toutes ses compétences. Déjà dans le premier, il y avait cette idée qu'il deviendrait l'héritier de la famille Atreides, toutes ces discussions avec son père, on sentait qu'il allait devoir choisir de quelle façon il devenait duc, mais pas si il devenait duc, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est un dilemme qui fait vraiment, on parle de fatalité, c'est vraiment ça, parce qu'il doit choisir entre le pouvoir ou l'amour et vivre ce que lui il a envie de vivre. Et en fait, il questionne vraiment même la figure de Messie. Est-ce que c'est vraiment un sauveur ? Est-ce que c'est quelque chose de positif d'être le Messie ? Parce que là, il va devoir faire un choix et il n'y a pas de bonne issue, en fait. C'est soit on règne au détriment de certains pour le bien commun, pour plus de monde, mais en même temps, il n'y a pas de bonne issue. J'ai l'impression que c'est un choix qui n'en est pas vraiment un. Oui, tout à fait. Même à la fin du film, sans spoiler, mais il y a comme ça, le personnage prend une décision qui le ferait tomber plutôt d'un côté que de l'autre. Mais après, le côté prophétique, c'est aussi ce qui peine un peu dans le film, parce que le côté, c'est en même temps bien d'annoncer des choses, et en même temps, le film ressemble à un long teaser. Le problème, c'est qu'on nous annonce, effectivement, il va boire une eau, est-ce qu'il va réussir à le supporter ou non ? Et pareil, il n'y a pas de bonne situation. Soit il y arrive, et le spectateur va se dire, on s'en doutait, c'est lui le héros. Soit il n'y arrive pas, on va se dire, ah bah oui, comme il nous en a parlé avant, on se doutait qu'il allait avoir un twist. Donc le film pêche un peu à essayer de créer des situations qu'on attend, mais qui finalement, il n'y a pas de bonne résolution. Je trouve qu'il a du mal là-dessus. Ce qui fait que le film, pour moi, tient beaucoup mieux en le découpant, en le fragmentant presque scène par scène. Mais ça, t'y arrives ? Parce que moi, je trouve que c'est le problème, c'est que c'est un tout. Ça glisse, ça fait un peu effet boule de neige, ce qui est bien, parce que ça va un peu avec le propos narratif. Mais j'ai du mal, je me souviens d'une scène, quand il doit monter un ver géant pour savoir s'il sera accepté par les Fremen.
Mais à part ça, j'ai du mal à séquencer. J'ai l'impression que l'esthétisme de Villeneuve impacte un peu sa mise en scène, que c'est l'esthétisme qui va définir la mise en scène et pas l'inverse. Tu vois, que le montage est justement pas très rythmé, qu'une scène en déclenche une autre sans que ce soit vraiment décidé. Tu vois que le film a pris une sorte de force intérieure qui le pousse vers quelque chose sans que ce soit vraiment décidé. Mais presque à la Nolan, quoi, cette sorte de nappe. Sans que ce soit structuré, vraiment régi par... c'est là où je sauverais davantage Villeneuve que Nolan, c'est que j'ai la sensation, en tout cas moi personnelle, de n'avoir vraiment des scènes où il se dit tiens, dans cette scène-là, j'ai cette idée, dans cette scène-là, j'ai cette idée. Et moi, c'est comme ça que... presque j'ai sauvé le film pendant le visionnage, quoi. C'est que je me disais ça c'est une chouette scène, ça j'aime bien. Typiquement les scènes où il affronte des énormes machines qui récoltent l'épice, je trouve sont assez réussies dans le film, où les passages, on revient sur le côté prophétique messianique, mais où il affronte pour la première fois une foule de fondamentalistes. Pour moi, ça aussi, c'est des moments, mais assez ponctuels que je conserve. Oui, mais des moments ou des scènes, tu vois, est-ce que c'est vraiment... Oui, mais c'est vrai que saisir le début et la fin, comme tu le dis, c'est assez... Et après, ça peut être positif, ça veut dire qu'on a l'impression d'être complètement enfoui sous le sable pendant tout un film, qu'on est trimballé, en fait, comme lui, d'un voyage d'un bout à l'autre, et qu'on a du mal à s'en sortir et à reprendre un peu notre souffle. Mais c'est aussi... Est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est une longue bande-annonce Je suis d'accord, mais... Oui, c'est ça, en fait, en plus, dans le premier film, parmi les visions qu'il avait, certaines sont toujours pas concrétisées au second film, quand il y avait tout ce truc où il se réveille d'un cauchemar et il dit « à une guerre sainte en mon nom », etc. En fait, ce sont des éléments qu'on nous promet pour un futur film ici. Et c'est vrai que, à la limite, dans le premier film, on pouvait le comprendre un peu mieux, enfin, il y avait aussi cette idée... on sentait quand même que quelque chose grondait un peu sous la surface, ne serait-ce qu'avec la musique, cette espèce de percussion très forte, ou cette voix, comme si ça allait percer comme ça, le côté très monumental. Mais c'est vrai qu'en termes d'écriture au sens large, il y a un truc assez étrange avec le rythme de ce film-là qui, finalement, tranche quand même pas mal avec ce qu'on dit de Villeneuve, en particulier autour de Blade Runner, qui était vraiment un film extrêmement long, qui prenait vraiment son temps, très dilaté. Et là, le film est très long parce qu'il fait presque 3 heures, mais c'est du temps, c'est pas du temps qui creuse, c'est vraiment du temps qui remplit en permanence. Et moi je vois ça un peu comme une sorte de double problème, c'est que d'un côté, comme Villeneuve le répète en interview, il veut absolument rendre hommage au roman, c'est vraiment son leitmotiv, à tel point qu'il y a une interview terrible où il dit j'ai pas voulu m'exprimer moi, je voulais vraiment juste faire le roman le mieux possible. Et du coup, il y a beaucoup de séquences qui sont utilisées pour raconter des éléments, typiquement tout le truc autour du verre qui permet d'avoir l'eau de vie, etc., qui sont pas du tout cruciales pour l'intrigue et qui en fait forcent le film à être dans une sorte de rythme comme ça qui ne lui correspond pas vraiment. Et l'autre tendance, ce serait un peu une écriture de série télé. Enfin, on peut penser un peu à Game of Thrones, puisque un peu plusieurs factions vont comme ça graviter autour de la question d'Arrakis en particulier, notamment tout ce qu'on voit avec l'empereur, Christopher Walken, etc. En fait, il y a une sorte de découpage comme ça, de dire on va passer à chaque fois, voir comment les choses avancent petit peu par petit peu dans toutes les factions. On passe beaucoup de temps aussi avec les Harkonnen, qui sont plus ou moins les méchants dans le film. Et donc, je trouve que ça l'affaiblit, et ça va avec cette idée un peu de... en permanence construire ce qui va se passer, et il y a plein de séquences où, quand la chose se passe, de fait, elle est assez décevante, typiquement ce truc de l'eau de vie, où on nous dit s'il le fait, il va mourir, etc. En fait, c'est réglé, de façon pas du tout, vraiment anti-spectaculaire presque, et je pense que c'est ça le plus étonnant, en fait, entre guillemets, avec ce Dune 2, c'est qu'il se banalise par beaucoup d'aspects, finalement, par rapport à, même si on peut reconnaître encore le style monumental de Villeneuve, mais il y a quelque chose d'un peu plus... il y a certains ressorts, typiquement Stilgar qui fait un peu comic relief, il y a un côté presque un peu marvelien caché quoi dans le film, qui est un petit peu dommage. J'ai pas du tout. Mathieu nous disait, sans avoir vu le film et à propos de cet effet de glisse ou de flux, l'un des problèmes du premier, c'était ce défaut terrible de consistance, de matière, de solidité, ce qui semble s'opposer à l'idée du désert et du primitif. Peut-être mieux vaut attendre Furiosa sur le sujet. C'est vrai que Furiosa sort le 22 mai. Donc dans quand même pas longtemps, on pourra le confronter sur le désert. Mais là, c'est plus dense quand même. C'est plus dense que le premier. Il y a des enjeux qu'on nous avait promis dans le premier qui là arrivent. Là, il se passe des choses, on avance quand même dans l'intrigue. Je sais pas si la glisse, c'est positif. C'est peut-être péjoratif d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue narratif, finalement, ça marche un petit peu. Il y a quelque chose d'un peu immersif qui fonctionne assez bien. Après, tu parlais de voir un petit peu sur chaque planète comment ça se passe. Est-ce que ça, c'est pas prétexte pour une esthétique différente à chaque fois ? Ouais, mais est-ce que ça... typiquement, la planète de l'empereur, c'est vraiment des scènes que je trouve pas hyper inspirées. Mais le noir et blanc... L'esthétique est vraiment passionnante. Non, du coup, moi je pensais plutôt l'empereur, donc Christopher Walken. Ah oui. Mais effectivement, effectivement, on peut parler de cette séquence des Harkonnen
Oui, il y a cette idée-là, dès qu'il sort dehors, c'est presque du négatif, mais en noir et blanc. Enfin, c'est très étrange de rendre toutes les peaux d'un blanc pur et tout le reste d'un noir pur, et donc créer comme ça des sortes de matières qu'on n'a jamais vues avant. Mais moi, par rapport à cet effet de glisse ou de flux, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à vraiment détester, parce que j'ai l'impression que ça empêche le film de se saisir d'une sorte de sensation du temps, et qu'on sent pas du tout, en effet, la matérialité du reste, parce que pour moi, la matière se sent dès que tu saisis le temps, typiquement du sable ou du désert, tu en saisis la matière, la consistance, la lourdeur du sable, son épaisseur. Et c'est vrai que c'est déjà un défaut qu'il y avait dans le 1, c'est qu'on sent pas du tout cette matière du désert, ce sable, on voit les choses, littéralement les vers de sable glisser dessus, et on a l'impression que les acteurs aussi, même s'il y a cette question de la danse du sable qui est assez intéressante, où ils essayent de casser le rythme de leur marche, même ça, j'ai l'impression que c'est traité, comme c'est dit dans le film, c'est une danse qui est faite pour épouser le vent. Donc en fait, il n'y a jamais d'intérêt à même saisir ce que c'est que ce vent qui caresse le sable. Je trouve ça dommage de ne pas se poser la question et de ne pas saisir, alors que même là dans les bandes annonces, on voit qu'il y a du vent, du sable tout le temps, quoi. Ça bouge, la matière elle est là, mais uniquement pour être esthétisée, uniquement pour rendre belle. Et c'est un peu moi le problème que j'ai avec Denis Villeneuve, qui n'est pas un cinéaste que non plus je garde très proche, parce que j'ai l'impression souvent que justement il laisse tomber la matière au profit d'une forme de beauté plastique. Typiquement pour moi, un des meilleurs exemples de ça, c'est Sicario, je pense, où en effet le film est sublime visuellement, mais on sent pas du tout les corps, on sent pas du tout les déplacements hyper feutrés qui pouvaient être présentés dans le film, où c'est vraiment juste des belles images. C'est une matière froide, quoi. C'est pas une matière dans laquelle c'est pas hyper dense, c'est pas granuleux, c'est toujours très lisse, c'est beau et lisse. Mais il y a des scènes tu parlais de quand ils attaquent les machines qui récoltent les épices, ou il y a d'autres attaques aussi dans le sable, où les guerriers Fremen sortent du sable sans qu'on les voit, et ça je trouve ça quand même hyper bien fait, dans des sortes de tempêtes, quand ils traversent aussi la tempête de sable avant d'arriver dans le sud. Il arrive quand même beaucoup mieux, je trouve, à capter l'environnement, à s'en servir, et à mieux diriger ses acteurs dedans. Alors que dans le premier, on a l'impression qu'ils étaient un peu perdus, on voyait Timothée Chalamet, Zendaya tout petit, ou en énorme gros plan dans le désert. Soit le désert faisait fond d'écran, soit ils étaient complètement submergés par ça. Là, c'est peut-être parce qu'il y a plus d'effets de groupe aussi, qu'on suit les Fremen un peu plus nombreux dans le désert. Je trouve qu'on sent beaucoup mieux l'aspect un peu chorégraphié, qui est très beau, de bataille dans le désert. Oui, c'est vrai que tout d'un coup, il y a beaucoup plus il met beaucoup plus de corps en jeu dans ces séquences-là, alors que en fait dans le désert, dans le 1, on a quasiment rien, quoi. On a juste la toute fin où il rentre dans les rochers directement, après avoir couru et après avoir affronté un petit ver de sable qui les regarde comme un œil. Alors que là, il a le plus gros ver de sable. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un désert assez paradoxal, quoi, parce qu'en même temps, qui tranche vraiment avec un peu les images clichés qu'on a en tête du désert, avec typiquement ce qu'on voit dans les derniers Mad Max, même si j'aime beaucoup le Fury Road, mais avec ce truc très contrasté, très coloré. Là, on est vraiment dans une sorte de... Il y a quelque chose qui est un peu courageux quand même dans ces films de Dune, c'est que les films sont pas accueillants a priori, ils ont une sorte d'esthétisme, exactement, d'esthétisme très fort, mais vraiment très froid, avec ce désert qui est très gris, les ciels tout blancs, mais finalement, il n'utilise pas vraiment ce côté s'éloigner du cliché pour l'incarner davantage, quoi. Il le transforme en une autre surface qui serait la sienne, mais pas vraiment, qui creuse pas plus que ça. Mais c'est vrai que moi, il y a quand même une figure que j'aime beaucoup dans le film et qui était aussi présente dans le 1, cette sorte d'idée des armures qui permettent d'atterrir par terre en affrontant la gravité, presque en s'alourdissant progressivement, mais sans être pris par la gravité. Et j'ai l'impression que c'est une figure très villeneuvienne. C'est un truc on ressent le poids lentement s'apesantir sur les choses, sans vraiment que l'arrivée soit écrasante ou qu'on ressente l'explosion de sable au moment de l'atterrissage. C'est vrai que c'est des personnages souvent écrasés mais qui conservent une forme de grâce, quoi. Oui, exactement. Et même Florence Pugh, je voyais là dans la bande-annonce avec son armure, c'est une sorte de costume complètement de métal, et pourtant elle conserve une sorte d'agilité. Oui, c'est ça, c'est une sorte de cotte de maille hyper légère, presque plus esthétique que... Mais ça ressemble bien à tous les personnages, quoi. Un truc qui les écrase un petit peu de costumes, d'environnement, d'intrigue, de tout, et pourtant ils arrivent un petit peu à garder une sorte de grâce féline. Mais d'ailleurs, c'est un détail technique, mais donc le film est tourné avec des caméras numériques, souvent des caméras numériques... C'est de l'IMAX surtout, non je pense que c'est de l'IMAX numérique, si c'est de l'IMAX. Ok.
en tout cas, ils ont tourné beaucoup en LF, donc qui sont des caméras vraiment, on va dire, très précises, grand format, etc. Mais en fait, le film est... Enfin, il y a un téléciné qui est fait sur pellicule, et c'est à partir de ça qu'ils font les copies. Donc en fait, le film est tourné intégralement en numérique. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est que le téléciné. C'est ça, en fait, le film est tourné intégralement avec des caméras numériques, mais ensuite, il est refilmé par une caméra pellicule pour qu'il y ait cette espèce d'ajout un peu de grain qui soit organique. Mais du coup, c'est très bizarre parce que c'est une sorte de grain... Enfin, c'est vraiment de l'incarnation froide, quoi. Je trouve que ça résume un peu le film. C'est vrai quoi. que c'est à l'image du film, quoi. Moi, je l'ai même pas vu, ça, le grain sur le... Alors, c'est assez discret. Tu peux apprécier un peu quand ils filment des fois les grains de sable qui font des vagues comme ça. Il y a quelques effets un petit peu... mais effectivement, le film est quand même globalement... reste assez froid, même si c'est quand même plus punchy, entre guillemets, que le premier film. Enfin, complètement. Il y a quand même des choses qui avancent de ce niveau-là. C'est beaucoup mieux. Moi, j'avais vraiment pas aimé le 1, et là, je le recommande chaudement, celui-là. Ironiquement, à l'époque, j'avais pas du tout aimé le 1, et en revoyant le 1 juste avant le 2, en fait, je trouvais que c'était quand même pas mal. J'ai trouvé le 2 plus faible que le 1. Donc maintenant, je suis pris dans une forme de questionnement où je me dis, est-ce que quand le 3 sortira, je reverrai le 2 et je me dirai, en fait, c'est pas si mal, mais j'aimerais pas le 3. Comme ça, une forme de... La question, c'est qu'attendre finalement du 3 qui promet, on va dire, sans trop spoiler, mais plus d'action, des enjeux encore plus grands, des batailles. D'ailleurs, je trouve que le film est relativement économe en scène de bataille, un peu Seigneur des Anneaux, ce qui est pas plus mal, parce que je pense que c'est pas le terrain de prédilection de Villeneuve. Enfin, il réussit à subvertir le truc pour que le duel final soit un face-à-face plutôt, entre deux personnages, plutôt qu'entre des armées gigantesques. Ouais, c'est vrai qu'il préfère le 1v1, la chorégraphie du corps qui se bat contre un autre. Assez belle scène d'ailleurs, toujours. De combat final. Mais il me semble qu'il y a même un plan comme ça où au moment d'une grosse attaque de deux armées, sa caméra suit un seul personnage et en fait se restreint à filmer un seul corps contre un autre. Faudra-t-il faire une version unique de 2h30 avec les meilleurs passages des 3 ? C'est peut-être un peu ça. Ouais. Après, je sais que les deux premiers donc constituent l'intégralité du premier roman, et dans le premier roman est découpé en 2 volumes, et la coupe de Villeneuve se fait pas exactement à la coupe du roman. La coupe du roman se fait au moment où il rentre avec cette sorte d'hélicoptère dans la tornade de sable qui est beaucoup trop puissante, donc c'est un moment au début du 2, je crois, je sais plus exactement, mais non, c'est peut-être... Bon, peu importe, la coupe est exactement. Voilà, je pense que c'est dans le 1 que ça a lieu, un moment où leur hélicoptère de chasse avec Rebecca Ferguson et Timothée Chalamet, pour échapper au Harkonnen, ils rentrent dans une tempête de sable beaucoup trop forte, finissent par atterrir. Oui, c'est juste avant de tomber sur les Fremen. Et non, mais ça me fait penser, cela dit, cette question un peu de la découpe à quand même quelque chose Enfin, je trouve que, on parlait de ce côté un peu plus sériel, etc. Je trouve que c'est un peu quand même tendance à jouer contre le film, en particulier ce deuxième, parce que moi, j'ai un peu pensé à la trajectoire du personnage du parrain, avec celle de Timothée Chalamet, cette idée de un personnage qui a pas vraiment envie de s'inscrire dans une sorte de destinée établie et qui finalement va un peu switcher au fil du film. Et le fait que dans le premier parrain, Michael Corleone change entre le début et la fin du film, et que quand le film se termine vraiment, on sent qu'il est de l'autre côté. Je trouve que ça donne plus de poids à sa transformation de l'avoir d'une traite que de la couper un petit peu entre les deux comme c'est fait là. D'autant plus que, même si on a dit que c'était les séquences les plus intéressantes, mais je trouve quand même que son basculement se fait assez rapidement dans ce film-ci. Le moment où il résiste vraiment très fort à cette destinée, et le moment où il switch, on a l'impression que ça bascule à 180 un petit peu sans prévenir. Donc je trouve que finalement là-dessus... je sais pas, il aurait peut-être fallu trouver un arc qui tienne en un film et qui soit un peu plus progressif. C'est hyper compliqué de définir quelle scène est décisive et même quel film est décisif. Parce que là, je me disais, je pourrais voir le 3 en ayant vu que le 2, j'ai pas besoin du premier. Et je pense qu'on peut faire pareil en se disant, je vois que le premier et pas le deuxième avant de voir le 3. En fait, c'est compliqué de savoir. Je pense que tu peux voir le 3 sans avoir vu aucun des deux, potentiellement. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu à chaque fois. C'est pas faux, Bah après, là, peut-être que c'est un problème qui incombe plus aux matériaux d'origine que. Après. Mais ça, est-ce qu'ils s'en éloignent pas un peu ? Moi, j'ai cru comprendre qu'à la fin, en accordant un peu de l'importance plus à Chani, ça se départageait un peu du roman d'origine. J'ai l'impression que Villeneuve accorde plus d'importance au regard de Chani que dans le livre d'origine. Peut-être qu'il essaye un petit peu de renouveler, d'adapter, mais d'apporter quand même un regard un peu nouveau. Mais ce qui est hyper dommage, c'est le fait quand même d'être tombé dans la sérialisation comme ça de ces films où ils peuvent pas s'empêcher de mettre une scène de trop à la fin, qui vraiment devrait appartenir au 3e volume, ou à l'inverse, à la fin du 1, on avait une scène en trop qui devrait juste appartenir au 2e. Là, le 2, il a une fin carrée, absolument nickel, et il décide de filmer le début de l'attaque,
qui consistera le début du 3. Donc, ça, en fait, fait, vraiment comme ça, t'as vraiment appel du pied comme ça. Ouais. C'est comme dans les vieilles séries quand on se montrait quelques scènes du prochain épisode. C'est vrai, le prochain épisode, exactement. Ouais, et d'ailleurs, pour revenir à Game of Thrones, par rapport à cette question-là du personnage qui switch, etc., ça me rappelle beaucoup le cas Daenerys dans la dernière saison de Game of Thrones, qui comme ça un basculement vraiment presque d'un épisode à un autre, où depuis le début, le personnage est un parangon de bonté et devient machiavélique, et t'as ce switch absolument ridicule qui tient un peu de la même façon que dans Dune 2, quoi, vraiment à une ou deux scènes, et qui prend pas le temps d'essayer de développer dans la longueur. Dans Dune 2, c'est surtout invoqué par Josh Brolin qui arrive à un moment et qui fait Timothée Chalamet commence à se poser des questions. On trouve dur quand même, on comprend les enjeux. Moi, son changement, je ne trouve pas que ce soit fait de façon complètement désinvolte. Non, pas désinvolte, mais peut-être j'aurais aimé plus de progression, ou en tout cas un moment où le personnage a ce doute. Parce qu'il y a un peu un truc où il comprend qu'il est contraint d'aller au sud alors qu'il n'a pas envie d'y aller parce que c'est là qu'il est fondamentaliste. Et on a presque l'impression que c'est une sorte de package deal en mode bon bah du coup je vais aussi boire l'eau de vie. Et... Oui. Ça, c'est vrai que je suis d'accord que ça. C'est vrai que ça se résume un petit peu là en y pensant, c'est en fait il a le choix entre sa copine et sa maman. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Sa maman c'est Rebecca Ferguson. Mais d'ailleurs peut-être pour terminer, mais on attend donc le troisième film, mais je crois que Villeneuve a dit qu'il voulait pas enchaîner sur un troisième film de Dune. Donc peut-être il essaierait de faire un autre film avant, donc on n'est pas encore prêt de voir la fin de cette petite histoire, malheureusement. Voilà. Bon, est-ce qu'on en a fini avec Dune 2? Avec que vous Dune, avez je pense, si le chat veut ajouter quelque chose. Ou est-ce que le chat veut se lancer dans le quiz? Ou est-ce qu'on attaque directement? Serez-vous capable de deviner les thèmes des quiz du jour? C'est vrai, le mien est hyper original. Ouais, le mien aussi, hein. Le mien, franchement, moi j'ai pas cherché très longtemps pour le trouver. C'est moins pire, mais... Ah ouais? Le quiz, nous dit Mathieu. Le quiz. Le quiz alors. Ça part sur un quiz. C'est parti. Alors là, j'ai spoil le mien, bien sûr. J'ai spoil. Pas... Hop là, tout simplement. Et je peux reprendre la souris? Je sais pas si t'as assez de longueur. Je vais faire sur ma cuissasse. Non, c'est bon, ça passe. Donc tout simplement, le quiz c'est le désert au cinéma. Donc petit screen test, je vous montre des images, vous devez trouver le film. Comme d'habitude, nous si on l'a, on dit je l'ai, comme ça le chat a le temps d'écrire et de participer. Au début, c'est relativement simple, on va dire que ça se corse un petit peu. Enfin, j'ai essayé de faire que ça devient un peu plus compliqué. Dis pas ça, quelle pression ça met. Au début, c'est relativement simple. Si on l'a pas au début. Si vous trouvez pas la première, vous êtes nul. Vous êtes banni du chat si vous trouvez pas. Voilà, il y a quelques fois où j'ai mis 2 images parce que une, ça me semblait un peu compliqué, donc je vous préviendrai. Voilà, tout simplement. Donc la première, c'est Dune là? Là, c'est Dune 1. D'accord, ok. On voit les petits ornithoptères. Ah oui, c'est vrai. Voilà. T'as retenu le nom des hélicoptères? Eh ouais, j'ai bien travaillé. Et des ornithoptères. Vous êtes prêts? C'est parti. Vas-y. Comme jamais. Ok, c'est parti. Voilà, je savais que c'était au moins toi dessus. C'est pas si facile, hein? C'est pas si facile, mais en fait, je savais que toi t'allais trouver. Ouais. Non, moi j'ai pas là. Je peux donner des indices? Est-ce que le chat a peut-être? Mathieu, je soupçonne que t'as la réponse. Je peux donner le nom de l'acteur peut-être? Je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux? Je donne la lettre du réal, le nom de l'acteur? C'est Antonioni, tout à fait, c'est un film d'Antonioni. Tu me dis Antonioni. C'est tout à fait un film d'Antonioni. Il y a 2 films d'Antonioni dans le désert. Enfin, c'est vrai. 2 surtout. Il y en a un qui est Le Désert Rouge. Non, ça passe pas dans le désert. Ok, 3. Non, le désert rouge, il n'y a pas beaucoup de désert. Ah oui, non, je sais à quoi tu penses, très bien. Je pense à Zabriskie Point. Et Profession Reporter. Bien joué Loïc, bien joué Mathieu. Dans le chat. Samuel Jackson. C'est Jack Nicholson, tout à fait. Jack Nicholson, bien sûr. Qu'on voit dans le sable. Ok, deuxième image. Paf. J'ai aussi. Bon, j'essaie de switcher un peu de pays, mais bon, il y a quand même certains pays où il y a plus de... certains pays où il y a un peu plus de films de désert. Ouais. Là, on est sur un film américain. Encore des acteurs américains très connus. Année 2000. Littéralement 2000, non? Ou 2002? Je sais plus. Je me suis pas noté la date. Tu commences par du pas si simple que ça, je trouve. Hein. T'es un peu rude. Hein. Si plus tard, c'est plus dur que ça. 2 sur 2, ça dépend. Casey Affleck mort au fond là-bas. Et oui. C'est vrai. Ah, c'est Gus Van Sant. Ouais. Exactement. Okay. Film qui s'appelle... Tu l'as pas? Non. C'est Jerry. Triche. Exactement. Et ouais, c'est Jerry de Gus Van Sant. Donc Matt Damon et Casey Affleck qui marchent dans le désert pendant très longtemps. Mort au fond là-bas. Bien joué Loïc et Mathieu du coup qui avait trouvé aussi. Ok, image suivante. Là c'est plus simple. Jerry, exactement, c'est ça. Là c'est plus simple. Ça c'est un très très beau plan quand même. Disons que celui-là, je l'ai mis plutôt au début parce que c'est un peu le passage obligé du film dans le désert.
En plus, là, le plan, c'est un des... J'ai l'impression d'avoir vu... Ah, exactement, c'est Laurence d'Arabie. Bien joué, c'est Laurence d'Arabie, tout à fait. Le fameux plan un peu du mirage, avec c'est ça qui est de fou. téléobjectif incroyable. Laurence Anyways, presque. Presque ça, mais tu as bien joué. Laurence d'Arabie, Ouais, tout à fait. Magnifique Bien joué, film. le chat. C'est parti. Tac. J'ai aussi. Ah ouais? Ouais. Film très connu, mais c'était pas forcément... Très connu, t'abuses. Oh, T'es bah, un quand même. forceur. hein. Quoi? Je me trompe peut-être alors. Peut-être tu te trompes. Ah non, je pense que je me trompe alors. Film vraiment connu quand même. Ah ok, bah, je pense savoir. Vraiment connu ou pas très connu? Non, si, c'est vraiment connu. Ah, le chat. Léon. Léon. Ah. Tout à fait. C'est ça que Non, tu mais pensais? au début non, mais ensuite quand Ouais, t'as dit que ok, c'était connu, ok. j'ai compris que c'était ça. Tout à fait. Est-ce que vous reconnaissez... En fait au début j'ai cru que c'était El Topo de Jodorowsky. Ah Je oui, me non, suis ça dit, aurait genre, été... c'est vraiment pas connu Ça du n'aurait tout. été pas si connu. Effectivement, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Oui. J'ai pris une photo où Clint Eastwood n'a pas son chapeau, je me suis dit que c'était un petit peu plus dur. Et on a à côté Eli Wallach qui le torture en le Oui. emmenant dans le désert. Tout à fait, c'est Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Image suivante. Et ouais, on change un peu de... Je suis pas sûr, mais je crois. On retrouve un peu le ciel blanc à la dune. C'est un film du M. Tout à fait. Oui, ok, bon, c'est... Un film du M. Ouais. Le nom du cinéaste commence par un M, effectivement. Son prénom ou son nom? Son nom de famille. Est-ce que vous l'avez asiatique? Et non, c'est un film américain. Tout à fait. Réalisé par un anglais, non? Il est pas anglais? Il me semble qu'il est anglais, tout à fait. Cinéaste anglais, mais film américain. Qui a fait des films sur un petit cochon. Et un film sur des pingouins qui dansent aussi. C'est pas du tout ça. Ah bon? C'est pas du tout ça. Non, c'est Australien. pas du tout ça, les amis. Vous êtes trompés. Eh oui, c'est plutôt la guerre en Irak. Ah mince. Et Attends, ouais. mais c'est qui alors? Ah, Je crois que c'est c'est un George autre, Miller, c'est pas un du autre M. C'est pas Ridley Scott. Attends, donc pas, c'est quand même un M. Ce n'est pas La Chute du Faucon Noir, mais c'est effectivement un M. Mais non, ce n'est pas. Ah, mais pas, c'est bon, bien ce n'est sûr, pas c'est un Mad film Max. avec Jake Gyllenhaal. Exactement, tout à Bon, fait. ouais. Ah oui, ça, je peux le dire? Vas-y. Sam Mendes. Tout à fait. Film qui s'appelle. On va dire que t'as la réponse quand même. C'est la. Jared. Jared, tout à fait. Bien joué. Tout à fait, c'est ça. C'est Jared de Sam Mendes. Film qui commence par une sorte de remake de la séquence de Full Metal Jacket où Ouais. le sergent bully ses hommes, un peu de la même façon que 1917 commence par Tout à Les fait. Sentiers de la Gloire, donc une sorte de filiation kubrickienne chez Mendes. Donc Jared, tout à fait. Bien joué. Bien joué le chat. Image suivante. Il n'y a plus de Jeep là. Il n'y a plus d'indices. Là, il y a une deuxième image qui est un peu plus emblématique, mais c'est un film moins connu. 4 tiers en courte focale comme ça là? Il est complètement Hmm. fou le mec qui a fait C'est ça. vrai qu'en effet, un peu de miroir. En zinzin. Ah C'est quoi ton indice? Il est complètement fou, le mec qui a fait ça? C'est à moitié un indice, mais c'est vrai que c'est un Ah bah c'est un cinéaste. film de Jodorowsky du coup? C'est tout à fait un film de Jodorowsky. En fait, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais je l'ai dit tout à l'heure. Je vous mets la deuxième image. C'est El Topo. C'est tout à fait ça. C'est El Je l'ai Topo. dit très vite, j'ai même pas laissé le temps au chat de Bon, après, deviner, le- mais vu que je l'avais dit le film est avant. plus Avec un confidentiel. bon accent, là, ça va. El Topo. Vous voyez, il y a la même, il y a le cheval, la petite ombrelle, c'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure. Voilà, tout à fait. C'est El Topo de Jodorowsky qui avait failli réaliser un Dune, comme quoi Et oui. tout est lié. Image suivante. Paf. C'est carrément violet là. C'est carrément violet, ouais, ça m'a étonné parce que je me souviens pas que Il y a c'était une voiture violet. retournée comme dans l'Empire. Je pense que c'est un indice. C'est l'humanité, non pas du tout. C'est un film des années 80? Oui. C'est un film du M? Cette Ok. fois, oui. Cette fois, oui. C'est l'autre M. Ouais, Donc, cette fois-ci, il a bien fait danser des pingouins. lui, il a fait danser un maximum de pingouins. Yes. Ouais. 2 fois de suite, il a fait danser 2 des fois de suite. pingouins. Il a fait. Des pingouins, des cochons, il fait tout danser. Film de Miller, ouais, tout à fait. Il fera danser George Chris Miller. Hemsworth bientôt. Il fait danser. Je sais pas s'il danse Babe. Je crois pas qu'il danse Bon, ouais, ça Babe. danse sûrement un Pas petit peu. sûr. Non. Film australien. Dommage. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Voilà, je pense que vous l'avez à peu près. Loïc, coup de grâce. Le chat l'a dit. Chat C'est l'a Mad dit. Max. C'est Mad Max. Lequel? Le 2, Thunderdome. Oui, c'est le 2. Yes. Thunderdome, c'est le 3. Non, j'ai trop flex. Mad Max 2, J'aurais dû c'est, me suffire du 2. En français, c'est le défi et Road Warrior en anglais. Ah, C'est tout à fait ça. C'est Mad Max. Bon, fallait bien que j'en passe par Mad Max. J'ai pris du coup cette image violette bizarre. Image suivante. j'ai. Ça, extraordinaire scène. Ça, c'était pas Ah, mais ça on me l'a Mais fait t'es pas. hyper calé sur le désert, en fait. C'est même pas sûr. Ça, on me l'a fait pas. Alors, dans la séquence, il y a un des plus gros plans, non, un des plus beaux gros plans de l'histoire du cinéma,
sur les grosses lunettes du personnage, comme ça. Pas Nicolas Cage, non. Et on voit une voiture arriver dessinée dans le reflet de ses lunettes. Ouais. Qui traverse comme ça. Ça me fait préférer. C'est des grosses lunettes. Ouais, ça j'ai compris. RDN Robert, c'est Robert. Ah oui, Robert De Niro. Ah oui. C'est Robert De Niro, tout à fait. Tout à fait, avec une veste de costume blanche. Le fameux RDN, hein, comme on l'appelle. Film de Christian Mungiu et acteur américain. Tout à fait, donc Loïc, tu peux nous dire. C'est Casino. Casino, bien joué. J'ai pas mis l'image des lunettes, mais tout à fait, c'est séquence de Casino où il retrouve Joe Pesci dans le désert. Hop là, image suivante. Là, il y a 2 images, oui, tout à fait. Celui-là est pas évident. Peut-être dans le chat, ça peut me surprendre, mais c'est pas évident. Tiens, des petites maisons. Non, ce n'est pas Bagdad Café. C'est vrai qu'il y a un peu une ambiance... Ted. Ouais, okay. Mathieu a trouvé. Ted Kotcheff. Ted Kotcheff, tout à fait. Ted Kotcheff, c'est le nom du cinéaste qui a fait celui-là. Ouah, c'est Bresson. Tout à fait. Bien joué, Mathieu. Je savais que... Putain, il est fort. Tu le connais, Ted Kotcheff? C'est l'Australien, non? C'est pas le truc... Ted Kotcheff, il est australien, tout à fait. Ouais. Ah, c'est... Je vous montre la deuxième image. C'était pour situer géographiquement. Je vous ai mis des petits kangourous. Tout à fait. Je connais pas du tout ce mec. Ted Kotcheff, c'est le mec qui a fait le premier Rambo. Qui a d'ailleurs un assez bon film, mais pas trop un film de bourrin comme le sont les suites. Dans les films, il bute les kangourous. Il bute les kangourous, ouais. Un coup de tir de fusil. Coup de tir de fusil. Alors, c'était un film qui est en français. Alors, Mathieu, je te laisse peut-être donner la réponse, mais donc, c'est effectivement un film australien. Alors, c'est pas la randonnée. Ah, c'est ce truc. Ah, mais oui, mais je vois donc. Mais oui, moi j'essaie de me souvenir depuis tout à l'heure là. C'est bon, je vois. C'est pas la randonnée. Voilà. C'est le truc où il y a un gars. Enfin, c'est une sorte de. Qui rentre dans une communauté d'autochtones. Alors, c'est Wake un and peu Fright. ça. C'est Wake and Fright, bien joué de Ted Kotcheff. Donc, ça, c'est un des tout premiers plans du film. En gros, l'histoire, c'est un instituteur qui va travailler dans le fin fond du bush australien et qui doit revenir à la fin de la saison d'école chez lui, mais finalement se laisse entraîner un peu avec les locaux et c'est un peu une descente aux enfers. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Mathieu, parce que donc il y a une séquence. Tu rebondis comme les kangourous. Comme les kangourous, exactement, aussi haut, et je boxe les gens. Mais non, mais en fait, il y a une séquence incroyable dans le film de chasse aux kangourous de nuit. Et en fait, ce qu'a fait Ted Kotcheff, c'est qu'il voulait pas évidemment tuer des kangourous pour le film, donc il a profité d'une vraie chasse qui avait lieu. Et en fait, dans le film, les mecs qui entraînent le personnage principal sont vraiment complètement bourrés. Enfin, c'est une séquence vraiment cauchemardesque. Et Ted Kotcheff raconte que le tournage était vraiment exactement comme le film et que les mecs étaient... C'est une séquence de fou vraiment où tu vois une voiture avec des projecteurs dessus en pleine nuit, tracée dans le bush pour essayer de trouver des kangourous. Et il y a effectivement un encart au début du film qui dit alors, on n'a pas tué les kangourous pour le film, etc. Voilà. Mais excellent film que je vous conseille. On change de registre là. Plus le même pays. Je peux vous donner déjà un premier indice, c'est que ce plan apparaissait dans un blow-up sur les mouvements de caméra, parce qu'en fait... C'est un triangle circulaire. C'est un panoramique circulaire très très long. Ce plan me dit quelque chose, je crois, avoir déjà vu Philippe Garrel. Philippe Garrel, il est trop fort, Mathieu. C'est impressionnant, la rapidité. Même depuis l'Italie, il trouve toute la réponse au quiz. C'est tout à fait un film de Philippe Garrel. Si vous n'avez pas avec cet indice, vous ne trouvez pas. Le film n'est pas hyper connu, ça s'appelle La cicatrice intérieure, mais effectivement, c'est un film de Philippe Garrel qui se déroule dans le désert et ce plan-là est très impressionnant. Je comprends pourquoi tu disais au début que c'était facile. Ouais, cicatrice intérieure, le titre. En contraste. Ça se complique, ça. Mais après, tout n'est pas aussi Bresson que Philippe Garrel. Il y a la suivante. Dis donc. Curieuse idée, marcher dans le désert. Ouais. Qu'est-ce que les couleurs vous évoquent un petit peu? Ça m'évoque un peu le Dune de Lynch. C'est ça? Ah ouais. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, c'est le Dune de Lynch. Désolé, je me suis dit que j'allais quand même le mettre, et ouais, c'est Dune. Ah, le chat l'a chopé. Le chat l'a en même temps, bien joué, ouais, tout à fait, c'est le Dune de Lynch. Je me suis dit, vous pouvez pas ne pas le mettre. Bien sûr, bien sûr. En plein désert. Tu regardes comme ça, pastille. Hop, là il y a 2 images. Mathieu ne joue pas parce que je sais que tu vas trouver en une seconde celui-ci. Film italien donc? Et non. Film des États-Unis d'Amérique, mon pote. C'est un lit, premier plan? Ce n'est pas un lit, non. La deuxième image précisera ce qui est au premier plan dans celle-ci, si vous voulez. Je joue pas, ouais, mais je sais que tu l'as. C'est un film américain des années 70. Ce n'est pas Thelma et Louise, c'est plus vieux, mais c'est aussi une sorte de road movie. Complètement un road movie d'ailleurs. Je vous montre la deuxième image. Est-ce que c'est
Ah. Donc c'est ça, le truc blanc qu'on voit, c'est le capot au premier plan de la voiture. J'ai oublié le titre de ce film. C'est Vanishing Point, quelque chose exactement, comme ça. Bien joué, c'est Vanishing Point, donc Point limite zéro en français, film de Richard Sarafian, très 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 bon film. Sarafian d'ailleurs qui a fait un film assez peu connu qui s'appelle Le Convoi sauvage, qui en fait est le film dont The Revenant est une sorte de remake. Voilà. Si vous voulez, super anecdote. Mais non, mais Vanishing Point, c'est effectivement un des grands road movies des années 70. Bien joué. Hop, image suivante. C'est très beau. Ouais. C'est mon seul commentaire. C'est beau ça, hein. Pas mal. Les chevaux, les airs. C'est joli. Cinéaste italien. Est-ce que c'est avec Jacques Perrin? C'est possible. C'est possible. Il me semble que c'est ça. Je peux dire. J'ai juste les acteurs et pas les titres, moi, en fait. C'est une très belle performance de trouver un acteur quand même là. Attends. Est-ce que c'est un film de Non, mais parce que je crois que je reconnais le... Mathieu valide. Il a vraiment le château derrière, là. Non, ce n'est pas un des Il y a Jacques Perrin, mais alors attends, c'est quoi le titre? T'as le réel ou pas? C'est frustrant. Un indice, le thème du quiz peut vous aider à trouver le titre du film. Le désert. Le film. Effectivement, c'est le désert. Ah, ça s'appelle juste le désert? Non. Le désert de quelque chose. C'est le... Ok, pas mal. Excellent indice. Pas du tout. Je vous le mets, c'est le désert des Tartares. Ah oui, bah ouais. De bien jouer le chat, qu'il a eu quand même sur le fil. C'est le désert des Tartares de Valerio Zurlini, tout à fait. Waouh. Ah oui, on est vraiment tombé dans le bresson du bresson. Bah écoute, le désert du bourse. Le niveau du chat est très bon en quiz et très, très faible en vanne. Nouvelle image, nouveau désert. Tout à fait, oui, c'était le désert des Tartares. Étrange. En théorie, c'est mon commentaire. Je vous donne un indice pour qu'on gagne un peu de temps, mais c'est un film qui a été cité à un moment de ce quiz. Samuel L. Jackson 2. C'est Profession Reporter. Quoi? Ah oui, d'accord, ok, si, d'accord. C'est un vrai indice, mais dissimulé derrière. Donc c'est Jack Et oui, Nicholson. dans le chat là, c'est Zabriskie Point. Ah, il est dans... Ah non. Non, mais c'est pour dire que tout à l'heure, t'as parlé de Je comprends. Samuel Jackson. D'accord. Pour Antonioni, effectivement, on a vu Profession Reporter en début. Là, c'est un autre film d'Antonioni, c'est Zabriskie Point. Très bien. Tout à fait. On approche de la fin du quiz. Là, il y a 2 images. Pourquoi tu n'as pas l'image où ils sont tous à poil? Bon, écoute, par pure décence. Ok. T'as une idée? Des voitures qui roulent, du sable, du désert. Alors, si le chat n'a pas, je vous montre joli, la deuxième image. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est très joli. Petit reflet là. Hop. C'est top. C'est la deuxième image. Ah, c'est bon, j'ai. Tout à fait. Un monsieur qui aime bien faire des faux documentaires. Relativement décédé à l'image. Un fan de faux docu, il a fait un film sur Munch. Je crois que je vois. Il a fait un film sur... Le docu, dit le chat. J'ai plus le nom. Il a fait un film sur... La Commune. Eh oui, La Commune de Paris. Un film de Peter Watkins. Ouais. Un film qui s'appelle La Bombe aussi. Tout à fait. Et oui, est-ce que vous vous rappelez du titre de ce film? En fait, depuis tout à l'heure, je vais t'avouer un truc. Tu guettais? Non. Je dis des choses sur le film pour cacher le fait que j'ai oublié le titre. Bah, c'est passé inaperçu, en tout cas jusqu'ici. C'est le chat là, sinon je donne la réponse. T'as trouvé de toute façon le film. C'est Punishment Park de Peter Watkins, effectivement. Extraordinaire film. Voilà, vraiment qui est tourné un peu sur le mode documentaire, mais qui n'est pas un vrai documentaire. Qui raconte comme ça l'idée que des étudiants pendant la guerre du Vietnam qui manifestent ne sont pas punis en allant en prison, mais sont punis en allant dans un punishment park dans lequel le jeu est ainsi construit. Ils doivent traverser le désert en un temps donné en se faisant chasser par des policiers qui ont autorisation de survivre. Exactement. Et c'est filmé sur un mode documentaire, donc tu as vraiment l'impression de suivre ces jeunes qui courent pour essayer de fuir les balles des policiers. Assez extraordinaire. Ok, c'est parti. Ça, j'ai... bien sûr. Ça, c'est... Par contre, c'est vraiment ce ratio-là je pense, ouais. Je pense que c'est pas un film en scope. Ok. Si ça je pense que c'est ça le ratio. Ça, c'est le western. Si je repense avec un grand au plan W. iconique de ce film, tu vois, il me semble que le ratio est plus ça que... c'est vrai. Bien joué. C'est dommage, tu l'as pas eu quelques instants plus tard. Le soleil est pile poil circonscrit au-dessus du sac et on a l'impression d'un visage, enfin d'une tête. Film de... Il y a John Wayne là-dedans.
Il y a John Wayne, probablement tout devant. Je vais vous avouer un truc, j'aime pas les westerns, donc aïe. dans mathématiques. C'est vrai, au moins dans mon quiz tu t'y retrouveras plus. C'est vrai. Mathieu a dû partir, sinon il aurait trouvé, je pense. C'est le plus grand film, enfin considéré comme le plus grand film de John Ford. Mathieu, on a marre, on est tous tellement mauvais. Bon, allez, c'est trop facile. La prisonnière du désert, tout à fait. Je me suis dit que j'allais à l'amour, pas loin, ça c'est... Mais non, c'est la prisonnière du désert. Alors, je finis entre guillemets, parce que je me suis dit que j'allais faire une question bonus qui n'a pas de rapport avec le reste du quiz. Je propose un autre jeu, parce que je me suis dit que dans Dune, il y avait quand même un très gros casting, avec notamment des associations un peu inattendues, comme Timothée Chalamet, Christopher Walken. Du coup, je vous propose de faire un petit jeu des degrés de séparation. Très bien. Alors, je vous réexplique le principe. L'idée, c'est d'associer des acteurs en passant par les films dans lesquels ils ont joué. Par exemple, si je dois associer Travolta et Harrison Ford, je vais dire Travolta a joué avec Samuel L. Jackson, le vrai pour le coup, dans Pulp Fiction, et Samuel L. Jackson a joué dans Star Wars. Ah non, ça marche pas parce qu'il joue pas dans les Star Wars. J'ai raté mon truc. Ah, raté ton truc. Bon, on a compris. Vous avez compris l'idée. En gros, vous passez par les films dans lesquels par les acteurs avec lesquels les acteurs ont joué. Mais donc, est-ce qu'il y a un film où ils ont joué tous les deux ou pas? Non, du coup, vous avez évidemment pas le droit d'utiliser Dune 2. Il n'y a pas d'autres films où ils ont joué ensemble. Je vous laisse du coup un peu chercher, essayer de trouver le chemin le plus court. Ok. Je connais pas assez la film de Timothée Chalamet. Je vous donnerai comme indice que ça peut aller, ça peut aller assez vite. Le réel en commun, du coup, on a le droit. Non, c'est juste les acteurs. Juste les acteurs. Mais Timothée Chalamet, je connais pas assez bien sa filmo. Christopher Walken, je pense qu'il y a pas mal de points où partir. Est-ce qu'on peut faire des pubs? Est-ce que les pubs ça compte? Avec The French Dispatch. Ah oui, carrément, ça doit être la fête. Bah oui. Effectivement, il y a pas mal de chemins, parce qu'il y a un site qui s'appelle The Oracle of Bacon, parce qu'à la base, tout le truc parle d'un truc avec Kevin Bacon, qui vous donne la réponse automatiquement à ce genre de jeu. Et il y a pas mal de chemins possibles qui passent par un seul acteur qui joue dans The French Dispatch, mais c'était souvent des films que je connaissais pas pour ceux où il joue avec Christopher Walken. Mais voilà, vous avez le droit de passer par plusieurs étapes aussi. C'est pas possible. Il y a qui dans The French Dispatch? Il y a trop de gens. Bah, il y a pas Christopher Walken. Non, il y a pas Christopher Walken. C'est trop beau. Il y a Mathieu Amalric. S'il n'y a pas un truc à faire avec lui. Walken, Ferrara, Dafoe, Anderson, Chalamet. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Walken joue avec Dafoe dans un film de Ferrara. Non, mais là, tu passes par Ferrara, donc tu triches à 100%, non? Bah non. Ils sont dans un film tous les deux? Ouais, c'est ça, je pense. En disant, c'est un film de Ferrara. Mais ce serait lequel? Et Chalamet et Dafoe jouent dans The French Dispatch tous les deux. Ouais. Walken et Dafoe jouent ensemble dans un film. Mais c'est vrai que Walken et Dafoe, ça m'a l'air d'être un duo qui existe. J'essaie de me rappeler dans quel film de Ferrara il pourrait jouer, mais là, comme ça, j'ai pas le lien. Qui est-ce qu'il y a dans The French Dispatch? Il y a Léa Seydoux. Il y a pas des trucs. Léa Seydoux qui est dans Dune et Dune Christopher Walken. Ok. Easy. Donc apparemment dans New Rose Hotel de Ferrara, ça pourrait marcher. Pas mal. Donc là on a alors comment ça compterait en un acteur en fait, tout simplement. Ça marche. Ouais. Bon bah c'est pas mal. Mathieu a plié le game. Ok, bien joué Mathieu. Tout à fait, voilà. Juste le meilleur jeu de tous les temps. Meilleur joueur. J'en avais un autre, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être marrant, parce qu'il faut y penser, mais ça fait le lien assez vite. C'est que Timothée Chalamet joue dans Don't Look Up avec DiCaprio, et DiCaprio joue dans Arrête-moi si tu peux, où Christopher Walken fait son père. Tout à fait. Voilà, c'était un des autres chemins possibles, et c'est la fin de ce quiz avec une question bonus. Voilà, bien joué le chat, vous avez été très fort. Voilà, là on s'est amusé. Le chat a été meilleur que nous. Mathieu a été monstrueux. Je sais pas s'il sera aussi performant sur mon quiz. J'espère que non. Excellent quiz, merci beaucoup Mathieu. On espère que non. Là on passe à moins rigolo. Pourtant parfait. c'est une comédie. On va passer tout simplement. Bien sûr. À l'Empire. Qui est le nouveau film de Bruno Dumont. Juste après France qu'il avait réalisé il y a quelques années, qui vient d'ailleurs de gagner le prix du jury à la Berlinale. Tout à fait. Oui. Et qui est une sorte de film de science-fiction, enfin qui est même complètement un film de science-fiction, qui se passe à nouveau dans le nord de la France, qui est la région que Dumont a filmé très régulièrement dès ses premiers films. Et alors, comment résumer l'Empire? Tout simplement, disons que au milieu des humains et des populations du nord de la France se cachent en fait des émissaires de deux grandes puissances qui s'affrontent. D'un côté, les zéros qui sont les forces du mal et les 1 qui sont les forces du bien. Voilà, qui vont interférer avec la petite vie de cette commune du nord de la France. Est-ce que Loïc, tu veux commencer sur
L'Empire. Eh ben, je peux commencer sur l'Empire, alors que je ne connais pas Bruno Dumont. Pour le coup, c'est vraiment... J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure porte d'entrée pour ce cinéaste qui a donc commencé dans les années 90, 96 ou 17, il me semble, avec donc La vie de Jésus, qui enchaîne sur l'Humanité, qui sont donc des films beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus ancrés dans une forme de réalité. Il me semble que tu as vu l'Humanité, Clément. Et donc c'est un cinéaste qui a eu pour importance très vite de prendre des acteurs non professionnels pour jouer absolument tous les rôles, pour vraiment saisir une réalité, saisir une communauté qui est comme ça, celle du Nord, celle de la Côte d'Opale plus précisément dans ce film et dans nombre de ses films, donc dans les Hauts-de-France. C'est un réalisateur qui a d'abord été prof de philo très brièvement avant de vraiment commencer à réaliser et qui a donc comme ça un peu dans sa filmographie toujours l'objectif de parler de choses un peu plus complexes, enfin presque de réfléchir, là c'est ce qu'il fait dans l'Empire, à des sujets un peu plus profonds que juste simplement la matérialité des choses. Et dans ce film-là, j'ai l'impression que c'est là où ça pêche absolument, quoi. C'est un film qui essaye, en tout cas, j'en ai lu une interview comme ça, juste de Bruno Dumont, qui raconte, entre guillemets, son procédé de diffusion de symboles, où est-ce qu'il décide d'interroger les choses. Et donc, évidemment, c'est, comme le film en est un mélange. C'est un mélange de son cinéma plus naturaliste avec des acteurs non professionnels, avec des gens qui ont du mal souvent à presque dire leurs répliques, à bouger. Il y a des scènes en cheval où tu as l'impression que les gens sont très maladroits, arrivent grossièrement à tenir dessus. Et en même temps, le film de science-fiction, donc avec ces grands acteurs qu'on retrouve, Fabrice Lucchini, Camille Cotin, Lina Coudry et l'actrice de l'événement sera ma porte de sortie pour Anna Maria Bartolomé. Ouais, c'est ça, bien joué. Et donc il y a la rencontre de ces deux types de casting. Il me semble que c'était déjà un peu le cas dans Maloute, si je ne m'abuse, où il y a aussi des acteurs non professionnels. Mais dans France aussi. Ouais, ok. Donc c'est quand même un truc très spécial parce que tout de suite ça crée des énormes décalages dans chaque séquence où tu as presque... Parce que j'imagine que quand on se concentre que sur du non-professionnel, on ressent une forme de véracité, une forme de réalité. Là où en confrontant les deux dans un même plan, dans une même scène, tout d'un coup il y a un énorme décalage qui se crée, où on sent l'acteur professionnel beaucoup plus en contrôle de son corps, de ses mots, qui se tient beaucoup plus. Même là on a un petit exemple, où presque j'ai l'impression que ça devient... Presque ça devient moqueur en fait des non-professionnels, ça devient moqueur de ces gens qui viennent du Nord, même si en effet ça peut être très proche de ce qu'on peut retrouver dans la réalité. C'est la question du contraste qui crée cet élément de moquerie et cette problématique un peu du film de la question de la représentation. Elle est multiple, elle est évidemment surtout prégnante au niveau des représentations des femmes, notamment Adèle Haenel en avait parlé. Une interview avait dit qu'au départ elle était censée être sur le film, finalement qu'elle l'avait refusé parce qu'elle trouvait que c'était absolument sexiste, absolument raciste, absolument problématique, parce qu'en effet très étrange choix pour Bruno Dumont de récupérer les belles jeunes actrices et de les foutre à poil, quoi. Vraiment de s'intéresser à bien filmer leur nichon comme il faut, alors que les mecs restent... les mecs, surtout le personnage, parce que c'est un seul personnage qui va coucher avec les deux, lui est un acteur du Nord, est un acteur non professionnel, est un acteur qui n'est pas... Il n'est pas venu le chercher pour son corps, pour sa beauté plastique, entre guillemets. Et donc, on se pose presque la question on dit ça, peut-être... Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas non plus dégueulasse, en toute honnêteté. Mais il y a quand même cette sorte d'écart étrange de... Mais pourquoi est-ce que juste t'es allé chercher des belles filles pour les mettre nues et pour juste contempler leur corps ? Mais ça, je pense que c'est une petite critique des films de science-fiction, où généralement l'héroïne est toujours un peu moins vêtue que le héros masculin, et le héros masculin avec ses dons un petit peu torturés, en train de batailler, exactement comme Timothée Chalamet dans Dune d'ailleurs, en train de batailler avec son propre destin, exulte une forme de charisme et de, je sais pas, truc qui rend toutes les femmes complètement folles, et j'espère que c'est ça. Moi je l'ai ressenti comme ça, une sorte de... On se moque un petit peu de ça, les femmes sont tout le temps beaucoup plus belles que les hommes, pas forcément plus futées, parce que là, c'est vrai que la plupart sont moins intelligentes que les hommes. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à la limite, s'il avait voulu renverser comme ça les codes, la meilleure idée, je pense, aurait été de choisir des protagonistes féminins, de choisir une femme du Nord pour incarner cette sorte d'héroïne, c'est un personnage du mal, mais donc ce protagoniste qui représente les héros.
et de se concentrer sur des personnages féminins forts, comme ça presque pour en faire un film de SF féministe. Si on fait une caricature, on reprend les mêmes codes, et donc c'est un héros masculin entouré de... Oui, mais c'est que le problème, c'est qu'à la place donc d'essayer de remettre en question les choses, en caricaturant, il le fait exister. Je suis d'accord. Bah, tu pointes une dimension, on va dire, qui est un peu le nœud du film, qui est cette espèce de dimension un peu comique, voire satirique ou parodique, qui est quand même présente dans beaucoup de séquences. Et qui, toi, t'as plutôt... Enfin, par moment, en tout cas, t'as plutôt... Moi, oui, ça m'a fait rire au début. En fait, mais c'est le même problème que je trouvais dans France. En fait, je trouve que Dumont, il est drôle quand il y a une sorte d'absurde qui surgit au milieu d'une séquence. Je trouve ça drôle au début. C'est-à-dire que quand je commence le film, les 15 premières minutes, je trouve ça original, je trouve ça assez marrant. Et ensuite, il essaye d'en faire un comique de répétition alors que c'est du comique de situation, ce qui colle pas forcément. Et en répétant toujours la même façon de filmer, les mêmes trucs, ça devient de moins en moins drôle. Il y a quelque chose que je trouve assez original, c'est qu'il essaye d'appliquer une grammaire cinématographique à un film de science-fiction. Moi, ça m'a fait penser, il y a un art de la non-rupture chez Dumont. Tu vois, par exemple, il y a une filature, elle suit l'homme à cheval ou lui le suit, et ensuite les deux vont se dire, nous sommes un homme, tu es une femme, couchons ensemble, et ensuite la filature reprend comme si de rien n'était. Et lui, à ce moment-là, il n'y a aucune coupe, il n'y a pas une échelle de plan qui change, il n'y a pas de rupture dans le montage. Cet art qui fait penser au documentaire, on garde la même échelle de plan et on étend la scène le plus possible. Ça, c'est un peu le seul point positif que je peux trouver au film, c'est de réussir à faire coïncider une grammaire qui est beaucoup plus documentaire, beaucoup plus naturaliste, avec un thème de science-fiction. Bah, c'est vrai qu'on retrouve en particulier au début du film un petit peu on va dire l'identité de la mise en scène de Dumont. Voilà, on parlait de l'humanité par exemple tout à l'heure, et c'est vrai que le début du film comme ça qui est assez lent, où la science-fiction tarde un tout petit peu à arriver, on prend le temps de partager un peu le quotidien du personnage de Johnny qui est pêcheur, on le voit remonter son bateau, etc. Donc il y a une attention quand même aux détails un petit peu de ce mode de vie. Après, je trouve que ça rend le début intéressant, mais pas du tout génial non plus. Enfin, j'avoue que cette espèce de rigueur ou de fausse rigueur, moi, me passionne pas plus que ça. Enfin, en tout cas, par exemple, l'humanité, j'étais assez hermétique au film. Cela dit, là, le tout début, on est quand même sur l'île d'Acoudry, on n'est pas encore dans... oui, c'est vrai, les premiers plans. Oui, les premiers plans, on est sur l'introduction de ce personnage. Et introduction, on peut dire, tout en mesure et en finesse, hein, d'ailleurs, ce personnage très... Mais qui est drôle, je trouve, vu de loin, avec ce corps qui se dandine un peu dans le sable. Moi aussi ça, là, à ce moment-là, je trouve que c'est plutôt drôle, et j'ai pas l'impression que ce soit... Comme point d'entrée dans un film de science-fiction, c'est quand même hyper original. C'est vrai, c'est clair. Ça commence par un plan large donc sur l'île d'Acoudry qui est sur la plage et qui est en train au téléphone de dire j'ai super bien bronzé vu que j'étais sans sous-vêtements, j'ai bronzé des seins, j'ai bronzé des fesses, etc. Et qui se dandine de façon tout à fait déconstruite dans le sable, c'est assez marrant. Après, le problème, c'est que vouloir mettre un truc de science-fiction dans un univers qui est complètement banal, en fait, il essaie de créer de l'humour par le manque d'intensité. Donc par exemple, l'enfant un peu messie se fait voler. On n'a pas dit, mais un peu comme dans Dune en fait. Oui, il y a une histoire de filiation. L'enfant du personnage de Johnny est censé être un peu l'incarnation du Seigneur du Mal, et donc il y a gros enjeux autour de ce personnage. Mais dès qu'il se passe quelque chose, par exemple, le camp adverse vole l'enfant, les deux réagissent comme si c'était rien passé, il y a une sorte de lenteur dans l'action qui en fait fait qu'il n'y a pas d'intensité, on rend banal. Dramatique, et donc en tant que spectateur, on s'ennuie un petit peu, quoi. On ressent pas du tout d'intensité. C'est rigolo au début de dire si on mettait des événements de science-fiction dans un univers complètement banal, complètement anodin, mais au fur et à mesure, pendant le film, en fait, ça annule complètement tout enjeu intense et dramatique pendant le film, quoi. Mais c'est vrai que ton commentaire sur le fait que c'était de l'humour de situation, mais qui devient répétition, marche très bien sur cet exemple précis où au début, cette sorte de non-intérêt des personnages pour leur propre trame est comique. Mais donc le moment où ils prennent l'enfant, c'est drôle. Au moment où l'autre groupe vient récupérer l'enfant, ça se passe exactement de la même façon. Et on se dit avec la caméra qui reste un petit peu à l'extérieur, en plan fixe, et qui accompagne pas du tout l'agitation. Tout à fait. Mais c'est vrai que le projet, en tout cas de Bruno Dumont, c'est vraiment de rendre l'ordinaire extraordinaire. Enfin, de rendre l'extraordinaire ordinaire. Ça marche dans les deux, C'est vrai. Et il y a cette idée comme ça de prendre les deux univers et de les faire se confronter, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas vraiment à en fait les mélanger concrètement. Il y a un endroit où les deux restent totalement distincts systématiquement, de par la construction, je pense aussi de l'humour, qui fait qu'on reste du côté du réel quand on est non dramatique, et que tout d'un coup, dès qu'il joue au dramatique, on est dans le côté de l'extraordinaire, et qu'il n'arrive jamais à traiter à égalité les deux sujets, presque comme si en fait... ça crée une forme de film un peu étrange où on a l'impression que systématiquement pour lui
les choses ne sont jamais intéressantes du tout, quoi. Mais c'est ça, c'est un peu hermétique, t'as l'impression que les deux clashent ensemble sans que ça procure jamais de réel intérêt. Et même lui, c'est vrai que t'as l'impression qu'il se désintéresse un peu de son propre sujet. En fait, c'est un postulat de base, le fait de mettre la science-fiction dans un village du Nord. Ça peut être drôle, mais c'est un postulat, c'est pas tout un film. Et il en fait tout un film. Mais surtout, d'ailleurs, il y a des séquences où vraiment on sent que les deux communiquent pas du tout. Je pense typiquement un petit peu à la grande séquence finale, où en parallèle d'un truc un peu de space opéra, on retrouve les deux personnages qui sont récurrents dans les films de Dumont, du commissaire et son adjoint. Et c'est vraiment... Ils sont pas si récurrents que ça, ils sont juste dans Petit Quinquin, mais il me semble qu'on voit aussi les mêmes acteurs dans Maloute. Enfin, c'est pas la première fois qu'on les voit chez Dumont. Il me semble que c'est juste dans Petit Quinquin qu'on les a déjà vus. Mais après, Après, il y a aussi une suite à Quinquin, où je suppose qu'ils reviennent. Oui, les Inhumains, je crois. Bref, qui a déjà une forme de SF présente d'ailleurs. En tout cas, qui sont des personnages qui sont déjà identifiés un petit peu dans l'univers du monde comme la figure un peu pittoresque du Nord qu'on voit exactement maintenant. Et la scène est vraiment construite sur on est dans l'espace, cut, on se retrouve avec ces deux personnages et il y a une petite musique rigolote qui nous indique que c'est là qu'il y a une blague. On retourne dans l'espace et vraiment les deux sont sur des lignes parallèles presque. Et en fait, ce qui est, pour moi, presque le plus terrible, c'est que finalement, je trouve que le décor qui est choisi se prêterait assez bien à faire vraiment un film de science-fiction dedans. Typiquement, je crois qu'on aperçoit le plan dans la bande-annonce quand le vaisseau des 1 se pose dans une sorte un peu de champ, un peu déserté, enfin un peu aride comme ça. Il y a une majesté quand même de ces décors du Nord. D'ailleurs, le tout début de l'humanité comme ça, qui commençait par des plans très larges, il y avait une forme de majesté, exactement ce plan-là, qui aurait été le terreau fertile de ça. Et en fait, j'ai l'impression que Dumont fait jamais vraiment ce film de science-fiction, notamment parce qu'il y a beaucoup d'éléments, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chloé, qui seraient plutôt de l'ordre de la parodie. Le côté extrêmement manichéen de l'intrigue, avec vraiment les gentils, les 1, et les méchants, les 0, ceux qui sont en blanc, ceux qui sont en noir, l'utilisation d'espèces de sabres laser qui sont des contrefaçons comme ça de Star Wars. Donc il y a cette dimension parodique qui fait que le moment où le film essaie de vraiment être un film de science-fiction, et un peu comme l'humanité, c'est un peu de dégager une sorte de précipité de ce que serait l'humanité à partir des dilemmes moraux, comme ça, les personnages humains tiraillés entre le bien et le mal. De fait, ça se neutralise complètement, quoi. Donc il y a beaucoup de scènes qui sont extrêmement premier degré, et qui s'étirent un peu à l'infini, et qui sont, à mon sens, pas du tout intéressantes, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que le film tranche vraiment jamais, quoi. Je prends typiquement... il y a une séquence où les personnages du bien apprennent à manier ces espèces de sabres, qui pourrait être une vraie séquence, qui se pose la question un peu des gestes, et qui passe du coup par une forme un peu d'incarnation d'un truc qu'on voit dans les films où ils font un petit peu des mouvements comme ça spectaculaires, et donc là ils apprennent à manipuler, etc. Mais au cœur de la scène, qui dure quand même assez longtemps, il y a ces espèces de contrefaçons de Star Wars, quoi, qui détruisent presque la scène de l'intérieur. Ouais, le problème c'est qu'il y a une distance que lui conserve et qu'on la ressent trop en tant que spectateur. Ça pourrait être une distance au départ, et qu'ensuite on se rapproche du sujet et il embrasse complètement ce truc de faire un film de science-fiction dans le Nord, sauf qu'il conserve constamment une distance presque un peu moqueuse, tu disais, c'est vrai que... Et donc on n'y croit pas. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il a comme ça de temps en temps des idées, mais dont il se sert uniquement pour faire passer presque des symboles ou des blagues. Par exemple, le fait que ces envoyés du bien et du mal prennent possession donc de corps préexistants qui se retrouveraient déjà dans la Côte d'Opale, et donc qu'en découvrant l'incarnation dans un corps humain, ils découvriraient l'émotion, les attaches, et c'est comme ça qu'il explique le fait que les personnages veulent avoir des rapports sexuels, notamment alors qu'ils sont chacun d'un clan opposé, parce que personnages comme ça de... Anna Maria Bartolomei. Exactement, Anna Maria devient presque amoureuse en fait de Johnny, donc qui est pourtant le méchant du film, et ont des relations sexuelles, mais en fait c'est à peine caressé, juste pour évoquer le fait que on est méchant, on est bon, on peut quand même s'aimer, quoi. Bon. Et moi j'avoue que j'ai jamais vraiment réussi à dépasser cette impasse du film qui du coup m'a semblé vraiment assez mauvais, quoi, enfin en tout cas très raté, qui est que le film est trop désinvolte pour être vraiment un film de science-fiction, et en même temps pas du tout assez drôle ou même pertinent sur le terrain de la parodie. Enfin, on dirait un peu, même si Dumont explique que c'est pas vraiment le cas, mais on dirait un peu une parodie de film de SF par quelqu'un qui n'a jamais vu de film de SF, quoi. C'est quand même très, très grossier, et du coup finalement j'ai l'impression que le résultat de ce que ça produit, c'est un film de science-fiction qui se dédouane un peu de ses limites par ce côté un peu humoristique. C'est-à-dire qu'il y a plein de séquences qui sont assez ambitieuses en termes de mise en scène, d'effets spéciaux, etc. Mais qui ne sont pas
parfaite techniquement, mais c'est pas grave parce que c'est aussi un faux film de science-fiction. Enfin, il y a toujours un peu cette espèce de distance, comme s'il s'assurait de dire « Ah non, mais j'ai pas totalement réussi, mais c'est fait exprès parce que le film est satirique en fait du projet que j'essaie de mener à bien. » Il y a une espèce de truc presque un peu hypocrite là-dessus. Et puis distance avec des moyens quand même, parce que c'est même pas une parodie où on pourrait sent vraiment qu'il y a de le faire, ce l'ingéniosité, film, où tu vois, avec des petits moyens, on arrive à faire ressembler à un film de science-fiction, on trouve des petites idées un peu inventives. Là, il a les moyens. Donc il crée des vraies scènes de science-fiction, mais qui s'ancrent jamais dans le décor qu'il a voulu, donc c'est vrai qu'il y a un truc qui colle pas. C'est vrai qu'il y a un peu cette sensation qu'il y a dans beaucoup de films de plus en plus contemporains, de l'auto-ironie, de cette sorte de je sais que je suis nul, mais si je dis que je le suis, ça me dédouane entièrement. Alors que pas du tout, quoi. Faut vraiment... C'est des trucs qu'on voit notamment dans les Marvel, typiquement. C'est quand même fou de voir Bruno Dumont en adaptant... Comme Villeneuve. Mais c'est presque plus drôle, les Marvel. Moi, il y a des Marvel qui me font rire. Plus que... Mais il y a aussi ce truc-là de... on sait que... Enfin, on auto-ironise notre médiocrité pour... Oui, mais là, on auto-ironise et en même temps, visuellement, ça se prend un peu au sérieux. Non, oui, c'est vrai. Donc c'est dans ce qu'on dit, on se prend pas au sérieux, et pourtant, il y a des scènes qui sont hyper impressionnantes. Donc c'est bizarre de comprendre le ton, quoi. Il y a un problème de ton qu'on a du mal à saisir, et j'ai même l'impression que lui a du mal à saisir ce qu'il a voulu faire. C'est vrai que des fois, on a vraiment la sensation qu'il s'ennuie à filmer certaines choses. Un peu, Dès qu'il met en scène des vaisseaux spatiaux, ça l'intéresse vraiment pas du tout, quoi. Et pourtant... Il y a un segment de la fin du film qui s'intéresse vraiment quasiment uniquement à ça. Et nous-mêmes, on a juste hâte qu'ils reviennent à la Côte d'Opale pour filmer un peu plus les arbres, quoi. Parce que... Mais c'est très bizarre, en fait, qu'ils fassent pas... Enfin, sur le papier, un film de SF par Bruno Dumont, c'est une vraie proposition intéressante. Mais en plus, il a vraiment les moyens, au sens où il y a quasiment... Enfin, il y a un des plans où on voit Johnny avec tous les vaisseaux derrière, qui ressemble vraiment beaucoup à un plan du premier Dune, pour le coup. Et en fait, il pourrait vraiment faire ce film-là, quoi. Ce qui exclut évidemment pas l'humour, que ça peut être une sorte un peu de comédie de science-fiction, type H2G2, des personnages très ordinaires qui se retrouvent dans un cadre qui les dépasse. Mais là, c'est en permanence un petit peu désamorcé. Enfin, le film est comme ça plombé par des tunnels de dialogue explicatifs. On a l'impression qu'il veut, déguiser le film. Enfin, on sait jamais vraiment ce qu'on regarde, quoi. Et c'est très déstabilisant. Et surtout, je trouve cette espèce de friction potentielle finalement aboutit jamais, et à part un ou deux gags qui peuvent faire un peu sourire, voilà, typiquement le personnage du commissaire et son adjoint, ils sont amusants en tant que tels presque, mais typiquement tout ce qui se passe autour du personnage de Lucchini, c'est quand même un peu sinistre, quoi. On le voit tout seul danser dans cette espèce de faux vaisseau spatial, on sait pas si c'est une blague ou si c'est une blague sur le fait que c'est censé être une blague, enfin c'est un peu terrifiant, le quoi. début quand il le présente et que donc un alien prend sa corde, je te disais la non-rupture, il est en train de parler des moules sur la côte. Et il se fait complètement posséder, et ensuite il continue en disant et les moules sont les seules espèces, et ça continue, quoi. Ça c'est drôle. Bien, mais bon, il le fait une fois, il le fait deux fois, et au bout d'un moment, ça devient de moins en moins drôle. Au moment, tu comprends un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Et finalement, moi j'ai la sensation que les meilleures scènes, c'est celles où il arrive, typiquement celle-ci, à faire juxtaposer le côté extraterrestre et le côté humain. Typiquement la scène où je trouve Camille Cotin arrive et se fait identifier en tant que mère et parle comme ça à une femme du village qui, juste en parlant des courses et de trucs hyper banals, mais il y a cette confrontation entre, en même temps c'est un sujet qui est pas du tout à la hauteur de la grandeur de ce personnage qu'incarne Camille Cotin, et en même temps c'est dans la réalité absolue, donc en fait c'est ça manque de ce mélange là, parce que quand il arrive à l'incarner, c'est vraiment bien. C'est drôle, et puis elle part en disant les humains sont attachants quand même, non? Et ça c'est vrai que c'est marrant, quoi. Dire ces grands personnages de science-fiction qui s'attachent aux humains, parce que les humains sont un peu pathétiques finalement, ils sont tous pathétiques là-dedans. Ça c'est touchant, mais bon, il le fait assez peu finalement. On a un peu l'impression que par moment, et comme tu l'as dit, c'est les moments les plus réussis, il essaye de faire le film de SF dans le Nord, et qui se dit non mais c'est trop ridicule en fait, je peux pas vraiment le faire, mettez 5 minutes de Lucchini qui fait des grimaces devant un fond vert. Enfin, c'est assez... C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a peur d'assumer un petit peu c'est très étrange, son projet. Mais c'est dommage parce que ça ressort vraiment comme... En fait, malheureusement, ça ressort comme un film de vieux con, quoi. Ça ressort vraiment comme un projet fait par un mec qui fait des vieilles blagues, qui regarde les jeunes filles, qui fait dire Aski Pandospi à ces jeunes personnages qui regardent leur téléphone, qui explique en interview qu'il a mis les 0 et les 1 en guise de critique du numérique parce que le numérique ça nous rend débiles. Enfin, il y a vraiment ce jus-là, on le ressent dans le film, quoi. On a vraiment l'impression d'être pris pour des idiots. Mais ça fait un peu film plein de mauvaises intentions, de dire ah vous aimez bien les bêtises avec des vaisseaux, bah voilà, regardez ce que je vous donne, des bêtises avec des vaisseaux. Enfin, c'est très bizarre qu'en interview il ait un discours qui soit vraiment l'inverse de j'adore la science-fiction, etc. Ouais. Mais donc, vu que vous aviez vu 2 Bruno Dumont,
Toi, t'avais vu Maloute? J'ai vu Maloute il y a un bout de temps et j'ai vu France. Ok. Et c'est un peu dans le même jus, cette sorte de part comique qu'il a pris depuis, justement, Petit Quinquin? C'est toujours, moi j'ai l'impression, le même comique, ouais, où il a du mal à doser un petit peu et à trouver son rythme. Mais France, il y avait plus d'empathie, c'est des personnages qui sont pas hyper charismatiques, hyper plaisants, mais auxquels tu t'attaches, tu sens une véritable détresse. Alors que là, t'as l'impression qu'il se moque un petit peu d'eux, qu'il prend pas au sérieux ni la science-fiction, ni les humains. Donc en fait, tu t'attaches à personne, quoi. Mais d'ailleurs, il y a énormément de scènes comme ça où les personnages discutent de est-ce que les humains méritent d'être sauvés, qu'est-ce qui va leur arriver, qui serait vraiment un terreau fertile et en même temps bien connu de la science-fiction, quoi, de dire ils sont tiraillés entre le bien et le mal et finalement leur humanité triomphe, etc. Mais en fait, il y a quasiment pas d'humains vraiment filmés dans le film, quoi. À aucun moment cette question-là, elle est incarnée à part des tunnels vraiment infinis de dialogue entre Bartholomew et le personnage de Rudy, qui sont un peu son acolyte. J'ai l'impression qu'il s'en tient à des sortes un peu d'effets de rupture. Typiquement, il y a une décapitation un peu surprenante au début du film. Il s'en tient à ça comme si ça allait vraiment articuler deux choses qui sont un peu aux antipodes. Et toi qui avais vu l'Humanité, du coup, est-ce que tu peux un peu potentiellement établir les gros points de rupture qu'il y a entre le début de son style et celui-ci? Bah écoute, en fait, on en retrouve quand même pas mal d'éléments dans cette espèce d'un peu de retenue des fois du style visuel, un peu cette envie d'imposer un petit peu un ton long qui correspondrait à la suite des personnages. Typiquement là, la scène de sexe est filmée longuement, en plan très large, etc. Il y avait des choses un peu similaires. Sauf quand il se rapproche pour filmer les seins. À la toute fin, bien sûr. Ce serait dommage de s'en passer. Évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a cette espèce d'idée de... Non, on assume le temps que prennent les choses, même si elles ne sont pas strictement utiles d'un point de vue dramatique. Dans l'Humanité, il y a une séquence où le personnage principal fait des tours en vélo autour de chez lui pour faire son sport, et on a 5 minutes de vélo, et à la fin, il rentre chez lui, fin de la scène, quoi. Mais il n'y a pas... moi, je trouvais qu'il y avait un peu déjà ce côté... qui fait que je trouve un peu les films de Dumont un peu louches, mais effectivement il tourne avec des gens du Nord, mais on se demande toujours s'il a pas pris un peu exprès les pires spécimens pour du coup un peu les moquer. Enfin, il y a toujours cette espèce de dimension un peu bizarre. Est-ce que les personnages sont conscients qu'ils sont sur des films dont le sujet est à quel point l'humanité est pathétique? C'est quand même assez terrible. Après peut-être que je les prends pour plus bêtes qu'ils sont et qu'ils sont très bien conscients du film dans lequel ils s'inscrivent, hein, c'est possible aussi, mais dans l'Humanité il y avait quand même comme ça cette espèce un peu de misère imposée pendant 2h20 que faisait le film, mais voilà aussi cette patience que le film a là un peu au début et qu'on retrouve par moments, mais il y avait quand même pas ce côté c'est un film beaucoup plus rigoureux et radical en tout cas que l'est l'Empire, quoi, qui semble un peu osciller en permanence. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film? Dire que Dune 2 gagne le duel de science-fiction. Mais c'est dommage parce qu'il y a pourtant, moi je pense à Edgar Wright, Shaun of the Dead ou tous ces films-là, c'est exactement ça, c'est immiscer des références de genre dans un environnement complètement banal, et c'est absolument hilarant parce qu'il y croit et parce qu'on sent qu'il aime ça. Il y a une passion, alors que là c'est vrai qu'on a l'impression qu'il veut se distancier de la science-fiction, qu'il aime pas vraiment ça et qu'il dit mais regardez vos jouets là, comme c'est un peu pathétique. C'est vrai que c'est un très bon rapprochement avec Garrett auquel j'avais pas du tout pensé. Hot mais Fuzz, c'est ça. Typiquement Hot Fuzz, le petit village de campagne où les gens en fait font partie d'une grosse secte et tout d'un coup deviennent très manipulateurs, ou viennent à lutter, mais à côté d'une petite église dans les petites ruelles. Mais tu sens qu'il y a une passion, tu sens que c'est des films, ils parodient des films qu'il aime profondément, et donc ça crée un rapprochement avec le spectateur, on joue sur les mêmes codes, alors que là c'est regarder vos codes comme ils sont idiots. Et moi je suis au-dessus de tout ça. Puis il y a même presque une sorte de plaisir un peu de cinéaste génération ou esprit Sam Raimi, de dire on n'est pas dans des studios ou dans des décors de fou, mais on va vraiment le faire quand même, ce film de SF, ce film d'action. On va vraiment faire les plans qui vont avec, quoi. Alors que là, Dumont, ça, il le fait vraiment très rarement. Et pour le coup, Edgar Wright, c'est un cinéaste, je pense, aime autant les deux environnements dans lesquels il s'aventure. Et là, systématiquement, les idées d'Edgar Wright ont lieu dans les endroits de mélange, quoi. C'est systématiquement cette sorte de extraordinaire ordinaire ou ordinaire extraordinaire qui tout d'un coup... Et c'est hyper organique, quoi. C'est drôle et c'est organique, alors que là... Carrément. Il jette la pierre, mais sans rien apporter. Il jette la pierre sans apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai, ça. Voilà. Mais justement, il prend sa pierre sur l'édifice. Il jette sur l'édifice. Il n'a pas compris, je crois. Bon, est-ce que ce serait pas le moment du quiz 2, comme Dune 2, qui sera meilleur que le premier, bien sûr. Débarrassons... Je parle de Dune, pas des quiz. Bien sûr. Débarrassons l'écran des images de l'Empire, s'il vous plaît. Donc, le thème de ce deuxième quiz, c'est les vaisseaux spatiaux. Oh là là.
dans les films de SF. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais dans l'Empire, les vaisseaux ont des sacrées tronches, puisque les vaisseaux des gentils sont en forme d'église, et les vaisseaux des méchants en forme un peu de puritain château. Le château, c'est la séparation ouais. de l'église et l'État, mais l'église, c'est eux qui apportent le bien sur terre. On est passé à côté d'une dimension du film. Merde. Il y a un truc très chrétien chez Dumont, toujours. Oui, bien sûr, ouais. Mais même dans l'humanité aussi. Ouais. Tout à fait, dans la vie de Jésus. Jésus, pareil. Est-ce que le quiz a commencé là Non, c'est une illustration, même si je crois que ça vient de Battlestar Galactica, mais c'était juste une illustration parce qu'il y a plein de vaisseaux différents, donc je me suis dit c'est un peu. Tu vas être tout aussi nul à ça qu'au désert, c'est parti. Il y a plus, j'ai pas pris de films vraiment obscurs, me disant les films obscurs c'est des films de SF série B que personne va connaître, donc je vais m'attaquer à des plus connus. Je sais pas si c'est vraiment parfaitement bien rangé, je pense qu'il y en a beaucoup des très simples, mais ça commence tout de suite. Bien sûr. Chloé, tu vois. Oui, ça me dit un truc. Voilà, j'ai décidé d'essayer d'éviter les trucs les plus connus. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Mais voilà, le chat l'a potentiellement, ne l'a potentiellement pas. Tu n'as pas pris les X-Wing. Ah oui, c'est tout à fait Star Wars. Effectivement. Tout à fait Star Wars. C'est la menace fantôme, ça. Ouais, exactement. Et on continue. Bien sûr. Tu l'as ça ? Oui. Je suis pas sûre, moi. Faut citer le film. Oui, il faut citer le film. Oui. Si vous avez le modèle du vaisseau, c'est... Un vaisseau dans le désert, c'est vrai que j'ai raté cette opportunité-là. On aurait pu faire la jonction des quiz, bien sûr. Pour Star Wars, c'était fine. Interstellar. Tout à fait, ouais. Interstellar. Tac, et on continue. Eh oui, disons que... On connaît un peu. On connaît un peu ? Et d'ailleurs, un design un peu similaire. C'est celui-là ? Non, c'est pas le même truc, je pense. Si. Dans le 2 ? Ouais. C'est le même. C'est littéralement le même vaisseau. Ok, mais parce que c'est pas les mêmes gens dedans, si ? Si. Enfin, c'est le même... C'est la même faction, entre guillemets. Ah ouais ? Okay. Ouais. Je me suis dit, c'est drôle que ce soit aussi... en même temps, cela dit, c'est vrai que, à part les plus petits, si tu me dis à quoi ressemblent les vaisseaux dans ces films, c'est pas si facile de dire ah oui, c'était comme ci, comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai pris celui-là, je me suis dit... Et en plus, le suivant est très similaire, donc je me suis dit le rapprochement entre les deux. Tu l'as ou pas ? Philoctet, en fait. Il apparaît dans Dune 2, mais c'est un plan de Dune 1. Parce que dans le 2, c'est pas l'empereur qui arrive avec ça. C'est exactement l'empereur qui arrive avec. Et il est déjà dans le 1, l'empereur. Mais en fait, c'est le vaisseau qui arrive voir les Atreides pour leur demander d'obtenir la planète. Et c'est ce vaisseau-là qui arrive. Et oui, donc c'est Dune. Et on continue. Voilà, vous voyez la similarité en termes de design. Effectivement. Est-ce que c'est un film qui est référencé dans Dune 2 d'une certaine façon ? Avec le... Peut-être. Avec le bébé ? Oui, avec le quoi ? Avec le bébé ? Ouais. Je sais pas si c'est vraiment une référence, mais il y a une filiation, quoi. Ouais. Ça ressemble un peu. Ce serait pas étonnant vu du style un peu visuel. Ouais. Mais vous voyez, j'ai essayé d'éviter les vaisseaux trop évidents, quoi. C'est vrai, c'est pas mal. Tu l'as ? Non, il est très mignon ce vaisseau. Donc tu veux l'avoir. Mais ouais. C'est en effet un film de SF dans lequel il y a aussi un plan de bébé. Plan de bébé, ouais. Un peu nébuleux. Gros bébé. Par exemple, la toute fin du film, par exemple. La toute fin du film. Ouais. Et à la fin, le bébé, il nous regarde. Il fait genre. Et ouais. Quoi ? On l'a tué. Il ne pointe pas du doigt. C'est moi le bébé. Le film s'arrête là-dessus, comme ça, il parle. Bizarre. Il se saute, il fait ouin ouin. Personne n'a l'air de trouver là. Ouais. Allez, le chat. Donc le film se termine un classique, sur un plan de bébé comme ça et qui se fond un peu avec une planète. Généralement, on considère que c'est le plus grand film de SF de tous les temps. Pendant que Chloé casse son micro. Ça va, je m'en sors, toi. C'est le plus grand film de SF de tous les temps, ça date de 1968. C'est 2001. C'est 2001, bien sûr. Tout à fait, 2001, Odyssée de l'espace. Tout à fait. Ils arrivent sur la Lune à ce moment-là du film. Dis donc. Sans transition. C'est très beau, ça. J'ai une idée. C'est allemand ? C'est allemand. Je sais ce que c'est. On en a parlé dans la dernière émission, et oui. On en a parlé déjà. Par un lien interbiscoté. Et en disant ils arrivent sur la Lune, c'était un peu une façon de faire une smooth transition. Ah, il a bien construit le quiz. Tu penses ? Est-ce que c'est Fritz Lang ? Ouais, tout à fait. D'accord, je pense que j'arriverai. Vas-y, je pense que tu peux, tu peux y aller. Est-ce que c'est la femme sur la Lune ? Exactement, c'est la femme sur la Lune, bravo Mathieu. Bien joué. Et on continue. Évidemment. Beaucoup plus simple. Maman de Land. C'est le vaisseau de la maman. Après le bébé, la maman. Ou le papa, encore une fois, je ne saurais pas décider. On ne va pas trancher, mais bien sûr. Quid ? E.T. C'est ça. Et oui, tout à fait, dans la petite forêt. On continue, attention. Bien sûr.
Tu l'as aussi direct? Ouais, je pense. Ah ouais, moi j'aurais pas eu tout de suite, je pense. Dr Stone qui est en orbite. C'est Madame Web. C'est le début de Madame Web. Ouais. C'est dans l'espace. Je suis pas sûre. Il se fait mordre par une araignée dans sa combi. T'es pas sûr, donc t'as une idée? Ouais, j'ai la même C'est idée ça, que Mathieu. Mais Ouais, je sais c'est pas. exactement Gravity, tout à fait. Je me Bien suis dit, sûr, en bien laissant joué, le chat, bien joué. petit astronaute, je sais plus si c'est Sandra Hüller ou Georges Clooney dans ce plan-là, mais... Sandra Hüller, je pense que c'était pas mon avis. Sandra Bullock. Bullock, oui. Et ben, ouais, je pense. C'est plus compliqué, non? Un peu plus. Ouais. J'ai... Alien. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Aliens? Tout à fait. Ok, bien joué. Je sais pas comment s'appelle le vaisseau dans Aliens. Dans le 1, c'est le Nostromo, que j'ai découvert était tiré d'un roman de Joseph Conrad. Ah, Qui s'appelle intéressant. Nostromo. J'ai une petite idée là. Je vois mon Loïc cinéphile. Là. C'est ça? Oui. C'est carrément ton Loïc cinéphile. Aïe, 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 Voilà. Attends, je m'en occupe. Sinon, ouais, peut-être que tu peux prendre le micro à la main en cas d'urgence. On change de pays. Ça laisse un peu de temps pour. J'anime pendant que tu as disparu. Chloé ne trouvait pas assez le quiz, elle a préféré faire une diversion. C'est Gaston, une on peut pas finir diversion. le quiz. Une mince. diversion. Aïe aïe aïe. Je pouvais plus jouer, j'avais plus de micro. Ami cinéphile. Et ouais. Ami, Film qui a connu un remake américain. tout à fait, par Steven Soderbergh. Avec Avec Georges Georges Clooney. Clooney qu'on a Donc vu comme juste quoi, avant, et donc. mon quiz y a réfléchi. Hein. Le bougre. J'ai pas fait exprès. Mais si. C'est un film de 72, Je sais pas. je crois. Quelque chose comme ça. 72. Probablement. Dans laquelle joue la fille de Sergei Bondarchuk. Dis donc, Sergei Bondarchuk, réalisateur de Guerre et Paix, notamment, pour replacer. Par exemple. C'est Solaris. C'est Solaris de En majuscule. Tarkovsky, bien sûr. De Tarko. Le Tarko. De Tarko Babe. Et on continue, c'est parti. Dis donc, Dites donc. Étrange copter que celui-ci. qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? C'est un film très connu ou pas? On dirait presque un dessin animé là. Très connu, ça dépend pour qui. C'est pas Pour un les film... gens qui le connaissent, il C'est est pas très un- connu. Et Oh, c'est c'est pas ça, le jour où la Terre s'arrêta, c'est en mais noir c'est et un blanc, ouais, bon le jour où la Terre travail. s'arrêta. C'est un bon travail. C'est dans la même période, même vague esthétique. Oui. C'est un peu le film de SF le plus connu des années 50. Évidemment, Non, moi, je me pas. tourne Est-ce vers que Clément. est-ce que c'est un endroit où on n'est pas censé aller? Ouais. Dans le titre? On Les parlait, versions colorisées, oui, on c'est parlait des femmes dénudées. Là, l'affiche du film, c'est un robot qui tient comme ça une blonde en C'est robe. C'est vrai. Mais c'est un noir et blanc aussi. Tu es fou, Mathieu. C'est la Oh, tu peux peut-être planète donner. interdite. C'est la planète interdite, tout à fait. Film de 1956. J'ai dit qu'il n'y avait pas de série B, j'en ai mis un finalement. C'est vrai. Bon, voilà. Il fallait. Je C'est suis quand même laissé convaincre. un endroit où il y a eu beaucoup de vaisseaux. Voilà, On peut dire c'est que ça. C'est JIT. Dis donc, Dis donc, tu as une idée. t'as une idée vraiment? Je pense. Est-ce qu'il y a une ref à 2001 dans ce film? Tu m'en demandes trop sur les Ok. refs à 2001, je sais pas tout C'est le mon temps. seul critère. S'il n'y a pas de ref à 2001, je sais pas le film. C'est un film qui est pas comme les autres, non? Ce n'est pas le sixième élément. Oui, ce film est un peu différent des Ouais. autres. Bah, je pense que je sais ce que Ce n'est pas le cinquième non plus d'ailleurs. Tu peux essayer tous les éléments, c'en est aucun. c'est. Par contre, c'est Sixième Sens de Shyamalan. Non, je sais pas vraiment. Tu parlais de films, tu parlais de dessins animés juste avant. Mhm. Il se trouve que c'est un film d'animation. Ouais. Film d'animation dans l'espace. C'est le film Dans d'animation dans l'espace. l'espace. Dans l'espace. Aucun personnage ne parle comme ça dans le film. C'est vrai. Aucun personnage ne parle d'ailleurs, quasiment. Il y en a qui parlent, C'est vrai, c'est rare. mais pas les personnages principaux. Ni sa zouze. Ni sa zouze. T'as Tu vu pourrais écrire un duo, toi. Il dit juste ça dans le film, il dit « Allez, ma zouze ». Et il parle Allez, pas. ma zouze. Effectivement, c'est un robot. On a pas dit. Et oui, le protagoniste est un petit robot. Mais oui, du coup, il y a carrément une ref à 2001 dans ce film, puisque ce vaisseau est contrôlé par une intelligence artificielle avec un gros œil rouge comme ça, j'avais comme oublié dans ça. 2001. Ouais. Mais donc c'est quoi? C'est un Vas-y, c'est un dis-nous. Pixar. Ouais. Personne C'est Wall-E, c'est ouais. Wall-E, bien sûr, Ça, c'est c'est dans Wall-E. Et ouais. Ils font de l'extincteur et après ils arrivent dans le vaisseau. Et on continue. Là, c'est de plus en plus dur. C'est pas vraiment un vaisseau, mais un peu quand même. Film de SF auquel on pense pas souvent. Je pense que je sais ce que c'est. Ouais, je pense que tu l'as. En même temps, ouais.
Film de 2007. Des réalisateurs britanniques. Sunshine, ouais, c'est ça? C'est Sunshine, c'est tout à fait Bien Sunshine. joué, Mathieu. De Danny Boyle. Avec Oppenheimer dedans. Mais encore. Ah si, je sais ce que c'est. Celui-là, tu l'as vu, je crois, clairement. On en a déjà parlé. Tout à fait. Alors, ce film, pour donner un petit indice, parce que Mathieu peut laisser le chercher, film est je pense qu'il Bresson, l'aura tout de suite. c'est un film réalisé par Douglas Trumbull, qui est Comme donc quoi, il y a encore un rapport avec... le directeur des effets spéciaux de 2001 et de Blade Runner. Ouais. C'est lui qui a fait toutes les maquettes, les petits vaisseaux et tout ça, et il s'est dit, tiens, si je faisais un film de SF moi-même, dommage, c'est nul. C'est pas au niveau, en tout cas, des deux autres films que tu as cités. On dirait une mouche. C'est un bout du vaisseau. C'est vrai qu'on dirait un peu une mouche avec les deux yeux sur le côté, là. C'est vrai. Une drosophile. Il y a des espèces de cerfs géantes sous ces dômes. Tout à fait. De Et petits justement, écosystèmes. c'est un film très Très écolo. sur la survie et le Écrit fait par de garder... Michael Cimino. Ah ouais. Et ouais. Eh ben, Ou coécrit, en tout cas, donc le fait de sauvegarder comme ça avec Bruce Dern. Ouais, c'est vrai. quelques dernières forêts, quelques dernières... C'est Exactement, c'est Silent bien Running. joué, Et tout à oui, fait, tout à fait. Et on passe à la C'est le dernière dernier. image. Aïe, Attention. aïe, aïe, aïe. C'est un film que tu as fait toi-même, Loïc. Et oui, quand j'étais en première, j'étais en section ciné au lycée, pas du tout. Tu joues qui? La tour ou le... Tu fais les bruitages du vaisseau. Je fais la petite brique sur la muraille à droite. Qu'est-ce que c'est que cette Celle-là affaire là, qui se ressemble sur le point de tomber. Qu'est-ce que c'est que cette affaire que tu nous as concocté là? Alors, Pas écrit par Cimino, celui-là, je pense. celui-là, je suis assez content de l'avoir trouvé. Je pense que la découverte n'en sera que plus délicieuse. C'est un film un peu connu ou... C'est un film connu. C'est Ok. un film vraiment connu. D'accord. De quand, de où? C'est De quand, de où, une oui. comédie britannique. Je pense que C'est j'ai un donné film de trop SF d'infos. ou pas? Je pense que j'ai donné trop d'infos. Le fait est que, Ah. on en a parlé tout à l'heure. Ah non, bah dis donc. On en a parlé. Non, ce n'est pas des Attends. C'est Jacques les Perrin Monty qui Python. conduit le C'est vaisseau. tout à fait un film des Monty Python. Oh Lequel est-ce Meaning of Life? Bah du coup, si on en a Non. parlé tout à l'heure. David Bryan. C'est tout à fait la vie de Marianne. C'est Ah oui, un un moment comme vaisseau. ça où il y a Oublié des à aliens 100%. qui arrivent Je n'ai sur aucun sur la souvenir Terre. de ça. Putain, merde, C'est j'ai une très scène belle fin. folle comme ça où juste un vaisseau avec des aliens kidnappent un des personnages. Justement, il est sur le point de mourir et il sort de la tour. Et le Deus Ex Machina, c'est des aliens qui viennent le sauver en vaisseau puis qui viennent le redrop un peu plus loin. Incroyable. Très belle Ça a fin. l'air génial, je m'en souviens pas, mais bon, C'est ça vraiment mériterait de pas le du tout. revoir. extrêmement C'est drôle. clair. C'est vraiment formidable. Bien sûr, la vie de Brian. Bien joué, Loïc. Très beau quiz. Voilà. On a Bon. voyagé. On a voyagé Bon, dans Mathieu, l'espace. je pense que Mathieu a dans gagné. l'espace. Mathieu a Ouais, gagné. Je pense qu'il nous a même battus tous. Ce mec trop fort. J'en ai trouvé 2-3 quand même. Je me fais un Oui, peu- t'en as trouvé un. J'ai trouvé. Du monde se retourne dans sa tombe. C'est vrai. On a C'est vrai pas- que- Du monde n'est pas encore mort, malheureusement. Comment ça Ça ne saurait, Ah, ça ne saurait voilà. tarder. Malheureusement. On est passé de. Il y a quelques moments drôles là. S'il était mort, vraiment, ce serait quand même. C'est quand même mieux. Ce serait quand même mieux. Non, mais écoutez, bien joué le chat. On peut peut-être repasser sur l'écran. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas obligé de rester sur ce vaisseau, pas particulièrement. Ce qui nous amène donc Voilà. à disparition. Tout à fait. Ce qui nous amène donc à la fin de ce stream. Merci d'avoir été Tout à fait. avec nous. On était un peu plus court que d'habitude. Parfait ça. Ouais. C'était efficace. Donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un film qu'on attend depuis un moment quand même, qui n'est pas sorti en depuis France, littéralement des années en fait. qu'on attendait au cinéma, qui sort sur Amazon Prime. Et ouais, ça c'est On très attendait Penelope Cruz, on attendait Adam Driver, c'est évidemment Ferrari de Michael Mann, puisque voilà, le plus grand cinéaste du monde sort un nouveau film. C'est pas le plus grand film du monde, mais C'est ce sera quand même le un plus film. grand film du monde. C'est mieux que l'Empire, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Non, effectivement, on va parler de Ferrari et on va en profiter pour faire un peu un retour sur Michael Mann, un peu au Voilà, sens large. un peu comme on avait fait sur Dali, mais en reprenant Enfin, sur un peu. Dupieux, du coup. Oui, Oui, mais enfin, en partant de Dali, quoi. Très bien. Et c'est ça, voilà, on va sûrement vous amener des petits extraits. Si on arrive à bien se débrouiller, Mathieu sera avec nous depuis le pays de Ferrari, l'Italie. En envoyé spécial. En envoyé Tout à fait. spécial, exactement, sur le terrain pour discuter avec les voitures, les courses et tout ça. Comme dans Cars. Comme dans Cars. Et non, mais voilà, on va parler un peu de Mann, ce sera un peu une spéciale. Donc le film sort exactement, et le film sort le 8, donc c'est juste quelques jours avant le stream, donc n'hésitez pas à le voir dès sa sortie, dès son week-end de sortie, mais effectivement il sort bien en retard par rapport au tout le reste du monde où il a connu des sorties ciné depuis décembre à peu près. Mm. Et voilà, on va enfin voir le nouveau film de Michael Mann. D'ici là,
si tout va bien, mardi matin, on sort le nouvel épisode de Parallax. Tout à fait. Donc, vroom vroom. Bah, vroom vroom aussi dans Parallax, puisque on va parler donc de Sorcerer, le convoi de la peur, un petit peu en hommage, on va dire, à William Friedkin qui est disparu l'année dernière. Donc voilà, ça fait quelques temps qu'on n'a pas sorti un peu de grosses vidéos, entre guillemets, même si elle sera courte, mais dense. Voilà. Donc on compte sur vous. Et Chloé, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, donc exactement? On peut me retrouver sur cultureautrous.com, je crois même. Donc je suis la rédactrice en chef. Il y a une dizaine de personnes qui écrivent, mais j'en fais aussi partie. Ouais. Sur Positif de temps en temps, plus rarement, mais ça arrive. Et le cercle environ une fois par mois. Est-ce que tu sais déjà quand est la prochaine fois que tu vas parler au cercle? Ouais, le 15 mars. Très bien, bien. C'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Tu pourras déguster. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu vas faire un entretien avec le réal de Universal Theory, non? C'est fait déjà. C'est posté sur Culture Autrous. Ouais, on peut y accéder. Il nous parle de tous ses films, de son prochain, de son précédent. Excellent. Et c'est assez il est très drôle. Pour un Allemand avec de l'humour, c'est assez rare, donc ça vaut la peine d'aller lire. Les Allemands du chat apprécieront. C'est vrai que dans Zone of Interest, il y avait quand même pas mal de blagues aussi, on se souvient de... Bah tout le moment mais où ça, c'est un Britannique, il est très drôle. Tourne dans l'espace comme ça, c'est vrai que c'était assez rigolo. Ouais, exactement. Et voilà, non, bah écoute, merci beaucoup Chloé de t'être jointe à nous pour ces deux incroyables doublés de science-fiction. Et on se dit à dimanche prochain. Ciao. Salut. Ciao. Bonne soirée.